la technique fonctionne. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir Dr Venico Carré, qui va nous parler de la prise en charge des intoxications telle qu'elle a été définie par le dernier référentiel de la SRLF et de la SFMU en 2020. Merci beaucoup, Venico. Alors évidemment, tout le monde connaît Venico, qui est donc médecin interniste, pharmacologue et qui travaille à l'hôpital de Percy. Hop. Oui, juste 2 petites secondes pour régler le problème technique encore. Hop. Là, ça m'auto. Et merci. Bonjour à tous, merci M. Magerben pour cette présentation. Donc on m'a demandé de vous présenter les nouvelles recommandations formalisées d'experts qui ont été publiées en 2020. Donc moi je suis effectivement interniste, j'étais à Percy pendant 5 ans, mais je suis désormais à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé en médecine interne. Mais la médecine interne amène régulièrement la toxicologie, puisque Bruno Magerben, si je ne me trompe pas, est interniste de formation également, et ainsi que Dominique Baudovard. Donc je me suis intéressé rapidement à la toxicologie, maintenant je suis attaché au centre antipoison de Paris, où je fais régulièrement des gardes, et je travaille aussi désormais maintenant un peu avec l'Agence de sécurité sanitaire. Donc j'ai sous-titré la présentation à l'usage du médecin préhospitalier, puisque ces recommandations sont relativement longues, et donc l'idée c'était quand même de faire une présentation acceptable en termes de durée et de contenu. Donc j'ai ciblé sur la partie strictement préhospitalière. Alors, il s'agit de recommandations qui avaient déjà été établies en 2005, et là l'objectif était de les mettre à jour. Donc c'est des recommandations qui ont été rédigées sous l'égide de la Société de réanimation non française, de la Société française de médecine d'urgence, du groupe francophone de réanimation d'urgence pédiatrique, et tout ça en association avec la Société de toxicologie clinique, société à laquelle j'appartiens, ainsi que la Société française de toxicologie analytique. Le postulat était de dire que les intoxications restent un problème de santé publique fréquent, avec des accès, des interventions préhospitalières, mais aussi des admissions hospitalières qui restent importantes. Ce qui est très important à souligner d'emblée, c'est le cadre de ces recommandations, puisque tout ce qui va suivre en découle. Ce sont des recommandations qui ne ciblent que les intoxications médicamenteuses et par drogue récréative. Donc d'emblée, on exclut l'intoxication éthylique, qui reste, je pense encore aujourd'hui, le mode d'intoxication le plus fréquent pris en charge en milieu hospitalier, mais ça exclut également toute intoxication par produits chimiques, et il ne faut pas l'oublier au long de la présentation, surtout qu'on va parler de prise en charge. Ces recommandations s'intéressent tout aussi bien aux adultes qu'aux enfants, et elles ont l'extrême avantage de s'intéresser à toute la chaîne de prise en charge du malade, c'est-à-dire depuis le préhospitalier et même depuis la régulation jusqu'à la prise en charge hospitalière, en s'intéressant à la démarche diagnostique, à l'orientation des patients et à leur prise en charge thérapeutique. Alors un tout petit mot de méthode pour comprendre comment ces recommandations ont été établies. Donc c'est tout d'abord une liste de questions à traiter qui a été définie par le comité d'organisation, liste qui a été définie sur un format qui est reconnu, qui est le format PICO, et ensuite c'est une analyse de la littérature en répondant aux questions qui avaient été mises, qui a été réalisée, en ciblant PubMed et Cochrane, en privilégiant les méta-analyses, et s'il n'y avait pas assez de méta-analyses, on passait aux essais randomisés, et enfin aux études observationnelles. Et donc à chaque publication, on a mis un niveau de preuve pour pouvoir établir les recommandations. Donc on a décidé qu'une recommandation était forte s'il y avait une opinion convergente au-delà de 70%, et si jamais la littérature était inexistante ou insuffisante, ce qui arrive malheureusement, particulièrement en toxicologie où parfois la littérature reste pauvre, eh bien on admettait des recommandations sur avis d'experts,
Mais là encore, il fallait un consensus. Donc les recommandations étaient cotées de 1 à 9, 1 désaccord complet à 9 accords complets. Et il fallait, pour pouvoir valider le critère, que l'opinion soit convergente dans plus de 50% des cas et qu'il y ait moins de 20% d'opinions divergentes. Alors tout ça a permis d'établir 42 recommandations, 6 de grade fort, c'est-à-dire des recommandations cotées 1+ ou 1-. Donc 1+, qu'il faut faire, 1-, il ne faut pas faire. 6 recommandations de grade de niveau de preuve plus modéré, 2+ ou 2-. Et enfin 30 avis d'experts. Vous voyez que les avis d'experts restent majoritaires. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va s'intéresser tout d'abord à l'évaluation de la gravité et à l'orientation initiale. Et donc, question qui doit vous intéresser, c'est faut-il établir un score pour prédire la gravité? Alors, à la régulation, la réponse est non. Le risque est surtout de voire de sous-évaluer la gravité. Et donc, on n'utilise pas de score qu'on utilise régulièrement, notamment le score ETC, épidémiologie, toxicologie clinique. Le score MTDS, qui est le score anglo-saxon, ne doit pas être utilisé non plus, ainsi que le PSS, qui est le Poisoning Severity Score. On peut toutefois utiliser pour s'aider l'échelle de Glasgow, qui est communément admise, ainsi que l'échelle AVPU, qu'on utilise plus volontiers chez les enfants. Une fois qu'on est dans un service d'accueil des urgences, on serait tenté d'utiliser des scores de sévérité polyvalents. Ce sont des scores qu'on retrouve régulièrement dans la publication. Malheureusement, ils ont une valeur prédictive insuffisante pour détecter à la fois le risque de complications, le risque de passage en réanimation et le risque de décès. Donc les scores que vous connaissez, que sont le score IGS, le score SOFA, le score APACH et une fois de plus le PSS, ne doivent pas être utilisés. Alors vous allez être déçus parce que le PSS en toxicologie, on l'aime beaucoup, mais ça reste un score déjà de réalisation assez complexe pour ceux qui l'ont déjà utilisé. On s'en sert régulièrement au centre antipoison, mais il a une faible reproductibilité interindividuelle et surtout il n'a pas été validé dans cette indication, c'est-à-dire de prédire la gravité. Donc là, il s'agit d'une recommandation forte. Quand vous êtes à la régulation ou lors d'un premier contact médical, même s'il est intra-hospitalier, eh bien, il ne faut pas utiliser de score, les scores ETC, MPDS et PSS pour évaluer, et en tout cas prédire la gravité du patient que l'on prend en charge. Deuxième question assez intéressante, je trouve, à quel moment doit-on déclencher un moyen de secours médicalisé? Alors malheureusement, l'évaluation des facteurs de risque qui nécessitent la prise en charge par une ambulance de réanimation n'a pas été très bien évaluée et il n'y a aucune étude de haut niveau de preuve qui permet de conclure. Néanmoins, les recommandations citent cette étude qui a l'extrême avantage d'être française. C'est une étude observationnelle monocentrique et qui s'est intéressée à la prise en charge de plus de 2000 patients intoxiqués et qui a visé à comparer l'orientation initiale prédite en hospitalier à la destination finale du malade une fois qu'il avait mis les pieds à l'hôpital. Finalement, il y avait régulièrement une surestimation de la gravité, et ça, c'était essentiellement lié à l'absence d'informations toxicologiques disponibles ou à un âge plus jeune du malade. Et ça, c'est une situation à laquelle on est souvent confronté en centre antipoison, c'est qu'on n'a pas toujours toutes les données pour pouvoir juger efficacement. Mais malheureusement, il y avait aussi sous-estimation de la gravité, et qui était plus volontiers associée à la prise d'antipsychotiques, d'anticonvulsivants et de cardiotropes. Et ça, c'est une question que Bruno Lederman va aborder un peu plus tard. Alors, évidemment, on a tendance à dire et à croire que s'il y a nécessité d'administrer un antidote ou qu'il y a nécessité d'une intubation orotrachéale, il y a tout intérêt à médicaliser la partie préhospitalière. Et en tout cas, ça, c'est conforté par des études observationnelles. Et puis, vraisemblablement, il y a une diminution de la mortalité des patients intoxiqués, notamment dans ces situations-là où il y a réalisation de gestes en préhospitalier. Et ça a été évalué notamment dans les pays anglo-saxons. Donc, l'avis d'expert dit médicalisation préhospitalière si défaillance, notamment neurologique, hémodynamique ou respiratoire, et ou s'il y a un risque d'aggravation rapide, et ça, il faut avoir l'esprit assez ouvert, ça peut être en fonction du terrain, du délai par rapport à l'exposition ou de la nécessité d'un traitement précoce. Alors, maintenant, toute la question, où admettre, où mieux orienter le malade? Est-ce qu'il y a des critères qui permettent d'admettre le patient d'emblée en réanimation, en unité de soins critiques ou d'emblée dans un centre expert? Alors, on sera tenté d'orienter le patient directement en unité de soins critiques en fonction de la présentation clinique, évidemment.
en fonction du toxicodrome. En cas de défaillance d'organes, et en particulier si elle est respiratoire, neurologique ou hémodynamique, s'il y a une indication à une épuration extra-rénale, on y reviendra après, et en fonction du potentiel du toxique, et on pense en particulier au cardiotrope, on y reviendra. Autre indication d'admission en centre expert, c'est le recours à des thérapeutiques d'exception. Et on pense ici à l'oxygénothérapie extracorporelle par membrane, qui peut être indiquée, notamment lorsqu'on a un état de choc pour lequel on a eu recours aux catécholamines à dose croissante. Il n'y a pas de réponse aux thérapeutiques conventionnelles. Et en cas d'arrêt cardiaque persistant d'origine toxique ou présumé toxique, puisqu'en préhospitalier, on est souvent en présumé toxique. Donc, le transfert au SAU en cas de défaillance d'organes, en cas de signe objectif anormal, mais attention, c'est des patients qui peuvent être aussi admis d'emblée en réanimation, c'est des patients qui sont peu ou pas symptomatiques, mais qui ont été exposés à un produit dont on sait qu'ils peuvent conduire à une défaillance d'organes, ou si l'exposition est proche, c'est-à-dire dans un délai de moins de 6 heures, mais qu'on a été exposé à une forme de libération prolongée, et donc on s'attend à une aggravation dans les heures qui viennent du malade. Et bien sûr, discuter d'emblée l'admission dans un centre expert en cas de recours à une thérapeutique d'exception. Et on pense ici aussi aux antidotes, dont certains antidotes ont une disponibilité particulièrement réduite. Autre question, ça c'est une question à laquelle on est plutôt confronté en centre antipoison, c'est à quel moment je vais pouvoir libérer le malade une fois qu'il a été pris en charge au SAU. La situation la plus classique, c'est la tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Quand est-ce que le patient va pouvoir sortir des urgences et sortir donc de la surveillance somatique pour rejoindre un service adapté, c'est-à-dire un service psychiatrique? Alors là, on s'appuie sur des études rétrospectives, notamment anglo-saxonnes. Là, vous avez deux études très intéressantes qui sont présentées, une étude anglaise et une étude écossaise, où on voit que finalement, il n'y a pas toujours besoin d'une surveillance somatique au-delà d'une certaine période à risque, et que les situations les plus fréquentes dans lesquelles on va se passer de cette surveillance, c'est l'intoxication au paracétamol ou au benzodiazépine. Je crois qu'il faut quand même faire preuve d'une extrême prudence et de ne pas transférer les malades trop tôt. Et donc, j'ai listé ici les paramètres à bien prendre en compte. Donc, il faut quand même que le patient soit asymptomatique, que l'examen clinique soit normal, avec les paramètres qui sont parfaitement normaux, y compris l'absence d'effets psychoactifs, que le toxique soit bien identifié, dont on sait qu'il ne va pas provoquer d'effets graves ou lésionnels, que la demi-vie est courte, que les examens complémentaires qui ont été justifiés à la prise en charge initiale sont normaux, et que le patient a bien pu bénéficier d'une première évaluation psychiatrique dans ce contexte suicidaire. Autre question très intéressante, qui m'a d'ailleurs été posée par un collègue de la BSPP, est-ce qu'il y a un intérêt à contacter un centre expert, donc le centre antipoison ou la réanimation toxicologique? Alors, évidemment, il n'y a aucune étude de qualité suffisante qui permet de trancher de façon formelle. Néanmoins, on sait que contacter un centre expert permet d'aider l'identification du toxique suspecté, puisqu'il y a une maîtrise dans ces centres des toxidromes. Il y a possibilité également d'identifier les médicaments commercialisés en France. Donc ça, c'est une mission qui est assurée par le centre antipoison de Nancy. Mais en fait, vous contactez le centre antipoison de Paris et nous, on se met en relation avec eux. Ils peuvent identifier, en fonction de la forme et de la couleur, les médicaments 24/24. Et autre chose intéressante, c'est que la toxicologie est un tout petit monde, donc on se connaît rapidement tous, et donc grâce au réseau d'analystes avec lesquels on travaille régulièrement, on va pouvoir aider à identifier, alors souvent un petit peu a posteriori, mais le toxique mis en cause. Enfin, ne pas négliger l'impact sur la morbimortalité. On sait que en contactant un centre expert, on aide à l'administration d'antidotes, on sait quand utiliser une méthode d'épuration, on pose mieux l'indication des techniques d'exception dont l'ECMO, et souvent on arrive mieux à orienter vers la structure la plus adaptée. En préhospitalier, on diminue le nombre de passages aux urgences. Alors ça, peut-être, ça vous concerne moins, mais en tout cas, pour les appels publics qu'on a au centre antipoison, c'est quelque chose qui a été bien évalué en médico-économique en Amérique du Nord. On sait que l'appel dans le centre antipoison diminue drastiquement le passage aux urgences.
Ça diminue également l'hospitalisation, le nombre d'examens complémentaires, et pendant un séjour hospitalier, on aura tendance, nous, à raccourcir la durée de séjour. Donc ça reste intéressant. Bien sûr, on aura tendance à vous dire appelez-nous, en tout cas, ne vous dérangez jamais, et que c'est très utile pour vous, surtout en cas d'intoxication complexe ou si vous êtes face à une particulière gravité. Autre question qu'on aime beaucoup en préhospitalier, ce sont les critères d'intubation trachéale. Une fois de plus, vous allez être très déçus finalement. Il n'y a aucune Le score de Glasgow inférieur à 8 ne permet pas de prédire de façon fiable l'abolition du réflexe de déglutition et de tout. Pour autant, si on a un Glasgow supérieur à 8, est-ce qu'on peut exclure la pneumopathie d'inhalation, Eh bien non, puisqu'en fait la pneumopathie d'inhalation est tout à fait possible avec un score de Glasgow supérieur à 8, mais on sait quand même que plus le score est bas, plus on a un risque d'avoir une pneumopathie d'inhalation. Donc les autres facteurs à prendre en compte, c'est la position du malade au moment de l'intoxication, la nature du toxique, est-ce qu'on a eu le recours ou pas en lavage gastrique, on va y revenir, et est-ce qu'il y a nécessité d'administrer du charbon activé pour décontaminer. Petite remarque qui a son importance, c'est l'intoxication salicylée, puisque en cas d'intubation orotrachéale, finalement, avec la ventilation mécanique, on va inhiber l'alcalose respiratoire compensatrice, et finalement, on va aggraver le malade en majorant l'acidémie. Donc là, une fois de plus, l'appel à un centre expert permet peut-être de guider. Quoi qu'il en soit, si l'intubation est décidée, toujours l'induction à séquence rapide, mais je pense que c'est la méthode que vous utilisez toujours, et volontiers en cas de patient défaillant, défaillance hémodynamique, neurologique, respiratoire, et à condition que la défaillance ne soit pas réversible par l'administration d'un antidote. Alors, parlons maintenant de décontamination. Quand faut-il réaliser un lavage gastrique? C'est une technique qui est à la vie dure, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est généralement non recommandé. Je vous invite j'insiste sur l'encart en haut à droite en rouge, où on dépasse un peu le cadre de ces recommandations, qui sont les contre-indications formelles du lavage gastrique, qui sont l'ingestion de substances corrosives, l'ingestion de substances à risque d'inhalation. Je pense en particulier aux hydrocarbures où la tension de surface est tellement faible qu'il y a toujours inhalation, au moins d'une petite partie du contenu, aux produits moussants, et bien sûr, si le patient n'est pas stable, le trouble de la conscience, la défaillance hémodynamique respiratoire non stabilisée, ou bien sûr en cas de risque d'hémorragie. Quoi qu'il en soit, l'efficacité elle est très discutée, et elle va être fonction bien sûr du toxique, de l'effet du toxique sur la vidange gastrique, puisque les toxiques ils vont avoir tendance à accélérer la vidange gastrique, donc on arrive vraiment très tard, ou inversement, si la vidange est ralentie, on pourra le discuter. Et donc ce qui est très important à prendre en compte, c'est le délai de plus d'ingestion. Il faut bien avoir conscience des complications qui sont fréquentes et graves. Je vous ai listé dans l'encart en jaune des complications locales à type de perforation œsophagienne, gastrique, hémorragie digestive, mais vous avez aussi des cas d'intoxication à l'eau, de pneumopathie d'inhalation et de l'arrêt conspiration. Donc tout ça pour dire que si on retient le lavage gastrique, de toute façon, il ne doit être réalisé que par une équipe qui maîtrise parfaitement la technique. Et dans un délai rapide, c'est-à-dire qu'il faut réaliser ce geste dans l'heure qui précède l'ingestion, à condition que le toxique soit non carbo-absorbable et que le patient soit en dose toxique. Passons au charbon activé, qui, je pense, est beaucoup plus séduisant. Le charbon activé, c'est une forme hautement poreuse de carbone, qui a la capacité d'absorber de nombreuses substances, dont le poids moléculaire est compris entre 100 et 1000 daltons. Ça va limiter l'absorption en limitant également la biodisponibilité.
L'avantage du charbon activé, c'est que c'est extrêmement disponible. C'est disponible dans tous les services d'urgence, je pense que vous avez également dans les ambulances de réanimation, et que c'est un coût très faible. Alors, si on discute efficacité, donc ça a été comparé, charbon activé versus prise en charge symptomatique. Il y a des études randomisées, mais elles restent de faible niveau de preuve, et je pense qu'on va avoir du mal à avoir des études de meilleur niveau de preuve. En termes de bénéfices, c'est-à-dire y a-t-il un impact sur la morbide mortalité, eh bien ça n'a pas été démontré. Donc les indications, c'est une ingestion à risque toxique avéré en quantité significative, dont on sait que l'intoxication est potentiellement grave, et le charbon ne devient qu'en complément d'une prise en charge symptomatique. Les contre-indications, elles sont assez évidentes, ce sont les voies aériennes non protégées, la chirurgie récente ou l'absence d'intégrité du tube digestif. La posologie, elle va de 25 à 100 grammes, on peut retenir 1 gramme kilo qui est la posologie usuelle chez l'enfant. Et bien sûr, le charbon a un grand intérêt quand il est administré très précocement, c'est-à-dire dans l'heure. Toutefois, on sait qu'il est possible de l'administrer jusqu'à la 4e heure, donc au cas par cas, on peut discuter des administrations tardives. Donc pour le préhospitalier, on retient dose unique de charbon activé. En l'absence de contre-indications, mais vous l'avez vu, elles sont relativement restreintes, dans un délai rapide après l'ingestion, à condition que la substance, bien sûr, soit cardio-absorbable. Et là, c'est tout l'intérêt d'appeler aussi le centre antipoison si vous avez un doute. Et bien sûr, si le patient est en dose supposée toxique. Alors, un petit mot sur les antidotes, un petit rappel, l'antidote il peut avoir une action à la fois toxicocinétique et ou toxicodynamique. L'indication elle va être guidée par la connaissance et la durée d'action du toxique, le bénéfice escompté, mais aussi le risque iatrogène qu'il faut bien prendre en compte. On pèse toujours la balance bénéfice-risque. Quel est le bénéfice attendu de l'administration d'un antidote dans une intoxication potentiellement peu grave alors que l'antidote peut faire courir un risque au malade? C'est des questions qu'il faut bien se poser. En cas de toxique lésionnel, bien entendu, il va falloir administrer l'antidote avant l'atteinte d'organes, sinon c'est plus très intéressant. Et là, une fois de plus, l'appui des centres antipoisons est très utile pour décider de l'indication, de la modalité d'administration. On peut aussi vous renseigner sur la disponibilité, notamment des antidotes à disponibilité faible, sur les modalités d'administration, mais aussi de réadministration. Il y a des antidotes qu'il faut savoir réadministrer, et on peut programmer aussi d'emblée, en suivant les malades, le suivi de ces patients. Alors la question qu'il y a dans la recommandation formalisée, c'est chez un patient qui présente un coma ou une insuffisance respiratoire avec une suspicion d'intoxication en benzodiazépine et ou opioïdes, est-ce qu'il faut recourir à un antidote ou une intubation avec ventilation mécanique? Alors, deux petits encarts. Un encart sur le flumazenil, que vous connaissez tous très bien, qui a une très bonne valeur diagnostique, qui a l'intérêt de limiter le recours aux gestes invasifs diagnostiques et thérapeutiques. Il a des effets secondaires qui sont majeurs, il ne faut pas oublier, mais qui sont très rares. Ce sont les troubles du rythme ventriculaire, la crise convulsive tonico-clonique et surtout les co-intoxications, notamment les antidépresseurs tricycliques. Autre élément à prendre en compte, ce sont les patients qui prennent des doses importantes de benzodiazépine au long cours, ils sont plus à risque d'avoir des effets secondaires. La posologie, donc c'est un antidote qu'on utilise en titration à 0,1 mg toutes les 30 secondes jusqu'à l'obtention du réveil. Il ne faut pas oublier d'utiliser le relais IVSE, et en général on utilise la posologie horaire comme une dose de titration. Ça nécessite un monitorage continu, et l'objectif est simplement d'obtenir un état de vigilance qui est compatible avec la ventilation efficace et la protection des voies aériennes. Il ne faut pas avoir un réveil complet. Donc là, on a abouti à une recommandation optionnelle, donc probablement. Il faut probablement avoir recours au flumazenil en cas d'indication posée d'intubation orotrachéale, justement pour pouvoir l'éviter. Attention aux contre-indications, notamment les co-intoxications avec un produit proconvulsivant ou l'antécédent d'épilepsie. Passons à la naloxone, qui a été largement médiatisée ces derniers temps avec la crise des opioïdes en Amérique du Nord notamment. La naloxone, c'est un antidote très intéressant qui permet non seulement d'obtenir le réveil du patient, mais aussi d'augmenter la fréquence cardiaque et d'avoir de nouveau une fréquence respiratoire normale. Autre chose très intéressante de cet antidote, c'est qu'il permet le retour rapide des patients au domicile. D'ailleurs, parfois, aux États-Unis, l'administration d'antidote, le patient ne va même pas avoir recours aux soins dans la foulée. Les effets indésirables, ils sont non seulement
non-récidive de sevrage aux opioïdes, notamment chez les patients toxicomanes. Alors, il n'y a pas d'études randomisées qui ont comparé la naloxone versus intubation trachéale pour un patient dans le coma. Néanmoins, on sait qu'il n'y a aucune mortalité après l'utilisation de la naloxone dans ce cas. Donc, il faut y avoir recours erga manu, je dirais. C'est un médicament qu'on utilise également en titration. La posologie qu'on propose, c'est 0,04 mg toutes les 60 secondes. Ça paraît compliqué, c'est facile à faire puisque les ampoules sont à 0,4 mg. Et on titre jusqu'à l'obtention du réveil. Alors, ce qu'il faut avoir en tête quand on utilise la naloxone, c'est la demi-vie de cette substance qui est très courte, une demi-vie de 20 minutes, et donc ça ne va pas permettre de couvrir l'intégralité des opioïdes. Donc, pour un patient qui a utilisé de la morphine à libération immédiate ou de l'héroïne, le pic de ces deux substances vont être couvertes, donc vous êtes tranquille. Par contre, pour l'opioïde à libération prolongée et la méthadone, il va falloir prolonger avec un relais intraveineux. Et en général, on utilise en dose horaire la demi-dose de titration. Pour la buprenorphine, l'effet de la naloxone est assez contesté. Et enfin, un warning sur le tramadol, utilisation très prudente. Déjà, l'efficacité est également contestée, mais surtout, il y a un risque de majoration du risque convulsif du tramadol. Donc, à utiliser avec grande prudence dans cette situation-là, bien peser la balance bénéfice-risque. Un mot rapide, sinon je serai trop long et puis on dépasse le cadre du préhospitalier sur les traitements épurateurs. On rappelle que dans ces recommandations, que le traitement est recommandé dans ces situations-là: lithium, metformine, salicylée, phénobarbital, acide valproïque, théophylline. Et un petit mot sur la diurésalcaïne, qui est toujours pratiquée en cas d'intoxication au salicylé, puisqu'elle permet d'augmenter la clairance de salicylé. Les cardiotropes, je passe, puisque c'est le sujet de M. Wegerman. Et enfin, pour les drogues rétroactives, donc on va s'intéresser au traitement, puisque Paul Chavance a présenté les modalités cliniques. Vous avez ici la roue des drogues qui est présentée dans les recommandations formalisées d'experts, qui est proposée par la Grande-Bretagne, et qui est assez intéressante, puisqu'on a tendance à se perdre un peu dans ces drogues avec des noms un peu barbares. Donc vous avez sur la partie externe de la roue le type d'effet recherché. Le deuxième niveau, c'est les substances connues. Donc, si vous prenez les opioïdes en haut à gauche, vous voyez l'héroïne. Et enfin, dans le rond du centre, vous avez les nouvelles substances. Donc, c'est une liste qui s'allonge au gré des inventions. En tout cas, quand on s'y perd un peu au début, je trouve que c'est très bien fait. Alors, les risques, ils sont essentiellement neurologiques, avec un risque de coma, de convulsion. Ça peut être une défaillance multi-organe, cardiovasculaire, respiratoire ou rénale. Il peut y avoir également une atteinte hématologique, et la durée va dépendre de la demi-vie d'élimination de ces produits, qui est extrêmement variable. Donc là, une fois de plus, l'appel à un centre antipoison peut être intéressant pour qu'on vous donne des éléments un peu de toxicocinétique et dynamique. Alors, passons au traitement, puisque c'est la partie qui n'a pas été traitée précédemment. Ça repose essentiellement sur les mesures symptomatiques, qui sont la réhydratation. Il ne faut pas hésiter là-dessus. On peut avoir recours aux benzodiazépines ou aux neuroleptiques en cas d'agitation, il n'y a pas de contre-indication. Bien sûr, traitement anticonvulsivant en cas d'épilepsie. Antiémétique, ça sera essentiellement pour les cannabinoïdes avec le risque d'hyperémesis. L'intubation orotrachéale est indiquée en cas de trouble de la conscience ou de défaillance vitale. L'oxygénation en cas d'insuffisance respiratoire. Et bien sûr, en cas de défaillance circulatoire, on a recours au traitement classique, à savoir le remplissage vasculaire avec éthécholémie. L'épuration extra-rénale, il ne faut pas en attendre grand-chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'accélère pas l'élimination du toxique, donc elle reste indiquée uniquement en cas de troubles hydroélectrolytiques menaçants. Enfin, pour l'hyperthermie maligne et le syndrome sérotoninergique, bien sûr, avoir recours au refroidissement externe, on peut aller jusqu'à la curarisation. Les deux traitements qui sont parfois indiqués sont la cyproheptadine et le ventrolène. Alors, la cyproheptadine, c'est un antihistaminique anti-H1 d'ancienne génération, qui peut être intéressant en cas d'hyperthermie attribuée à la drogue. Il n'est pas toujours disponible facilement.
En tout cas, la posologie, mais on vous la redonnera si on a besoin, c'est 12 mg en dose de charge qu'on entretient toutes les 6 à 8 heures. Et on peut l'utiliser à la fois par voie orale, mais également directement en intragastrique. Et il a une efficacité qui est basée sur essentiellement des cas cliniques. Le dantrolène, qu'on peut utiliser dans l'hyperthermie maligne, n'a pas d'efficacité, enfin, son efficacité n'est pas formellement établie, mais on peut y avoir recours. Voilà, et enfin, cette dernière diapositive, pour vous dire qu'en toxicologie, on n'est jamais seul, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Vous avez ici les coordonnées du centre antipoison de Paris, avec le toxicologue de garde qui est présent 24/24. Et puis bien sûr, les coordonnées de la réanimation de l'hôpital Lariboisière, avec le numéro du réanimateur de garde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup, Vénico. C'était un excellent résumé de ces recommandations formalisées d'experts de la SRLF et de la SFMU. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'auditoire. Alors, moi, j'avais une petite question. Tu nous as dit, Vénico, qu'on pouvait également contacter le centre antipoison parfois juste simplement pour identifier aussi des comprimés. Oui. C'est ça, j'ai pas bien compris, parce que ça, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas très de notion. Tu peux nous expliquer comment ça marche? Si jamais vous avez, en cas d'intoxication médicamenteuse, c'est souvent la situation classique, si vous avez des comprimés à disposition mais vous n'avez pas les emballages, vous n'avez pas les blisters, en fait les comprimés sont tous enregistrés avec la forme du comprimé, la couleur, des lettres et des numéros. Et en fait, la banque de reconnaissance qui se fait par photo est à Nancy. Donc eux, ils ont l'intégralité des comprimés. Donc juste en envoyant la photo, on peut vous dire très précisément de quel médicament il s'agit, à condition qu'il soit français. C'est-à-dire qu'il ait son autorisation sur le marché en France. Y a-t-il la même chose avec les intoxications, avec les plantes pour si les... Ah oui, bien sûr. Alors ça, on n'en a pas parlé, ça sort de la recommandation. Donc pour les plantes et les champignons, on fait la même chose. Alors déjà, le centre antipoison est capable, quand même, pour la plupart, d'identifier les plantes et les champignons les plus courants. Et en cas de difficulté, on a accès à un réseau d'experts qui travaillent 24/24 également, enfin, plus souvent la journée que la nuit. Mais en fait, on leur adresse à la fois le toxidrome et des clichés. Et en fonction du lieu de cueillette, on arrive à vous dire de quoi il s'agit. Ouais, j'avais une question sur les SMS là, qui m'ont été envoyés. C'est concernant l'intoxication par GBL ou GHB, où le coma peut être de courte durée ou très fluctuant. Quelles pouvaient être du coup les indications, peut-être pas d'intubation, mais justement de non-intubation? Est-ce que les réflexes de déglutition sont préservés chez ces patients-là? Est-ce qu'il faut se laisser du temps, ou au contraire, est-ce qu'il faut les intuber rapidement? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas les intuber rapidement, mais je vais laisser Bruno répondre. Monsieur le professeur Megarban, est-ce que vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu. Je ne savais pas si c'était une question qui m'était adressée. Désolé. Donc, on va dire effectivement, c'est une question qui peut se poser. Alors, comme Vénico l'a dit, ce sont des comas de très courte durée, maximum 2 heures. Par contre, effectivement, ils peuvent être profonds. Il peut y avoir effectivement une perte des réflexes de déglutition avec un risque d'inhalation. Il peut y avoir un risque convulsif, un risque de troubles conductifs cardiaques également. Donc, je dirais, à mon sens, le score de Glasgow reste valable ici pour indiquer. Si le patient est agité, parce qu'il peut y avoir des hypertonies parfois, il vaut mieux effectivement intuber le patient. Maintenant, il existe quelques séries de patients qui avaient été intoxiqués par le GHB-GBL, qui avaient des scores de Glasgow inférieurs à 8, qui n'ont pas été intubés et pour lesquels il n'y a pas eu de complications. Donc, je dirais, malgré tout, il faut être prudent. Souvent, d'ailleurs, au départ, on ne sait pas exactement ce que la personne a pris. Et donc, effectivement, je dirais, à mon avis, j'utiliserai les critères habituels d'intubation pour prendre en charge ces patients. Parmi les membres qui ont rejoint JITSI, la conférence, est-ce qu'il y a d'autres questions? Adrien, Guillaume, je vais vous avez rejoint.
Non, pas d'autres questions. Ok, ben on va pouvoir enchaîner du coup avec la troisième présentation qui est la vôtre, monsieur le professeur. Très bien, parfait, merci à vous. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? Alors c'est tout bon pour le partage d'écran, soit vous pouvez rester comme ça, soit en effet passer en mode soit lecture, soit d'information. Non, je suis en train, mais je ne sais pas, ça met un peu de temps. Voilà. C'est bon maintenant? C'est bon? Alors on a un petit décalage peut-être sur le passage en mode, mais ça ira, on va vous suivre comme ça. Ok, en tout cas, moi, sur le mien, je suis déjà passé en mode diaporama. Donc, merci à tous de m'avoir invité donc à vous parler des intoxications par les cardiotropes. Alors, effectivement, c'est à la fois un sujet préhospitalier, mais surtout hospitalier. Ayant moi-même n'exerçant que à l'hôpital, évidemment, je vais aussi éclairer on va dire des possibilités thérapeutiques qui pourront être conduites en réanimation, dont le médecin préhospitalier doit être au courant pour mieux orienter l'admission et la prise en charge initiale du patient. Alors, les intoxications par cardiotropes, c'est une intoxication plutôt rare, 7e cause d'exposition toxique selon les centres antipoisons américains. Par contre, 2e cause de mortalité après les opioïdes. Donc, c'est quelque chose de plutôt rare, mais d'extrêmement grave. Malheureusement, c'est l'une des causes importantes de décès toxiques. Alors, bien sûr, dans la notion de cardiotrope, on n'inclut pas uniquement les médicaments cardiovasculaires, mais des tas d'autres toxiques qui peuvent être d'ailleurs plutôt des médicaments de type psychotrope au départ, des drogues d'abus, comme on en a parlé, des toxiques industriels, ruraux, des plantes, même des produits vendus sans ordonnance sur le marché, comme la sibutramine. Alors, évidemment, pour les cardiotropes, il y a un point important, c'est la très faible variabilité interindividuelle et donc la très forte prédiction basée sur la dose. Et ça, c'est très important, évidemment, notamment en préhospitalier. Eh bien, quand vous connaissez la dose, vous pouvez à peu près prévoir l'évolution, quel que soit le patient. Voici l'exemple d'une intoxication par l'ajmaline, médicament historique. Et vous voyez, il y a un strict parallèle entre la dose ingérée et le risque de mourir d'arrêt cardiaque. Alors, lorsqu'on n'a pas accès évidemment à la dose, parce que le patient est inconscient, parce qu'il présente déjà, on va dire, des complications graves, en réanimation, on va pouvoir accéder à la concentration plasmatique. Et vous voyez sur ce graphe, là aussi, on peut très facilement, avec la concentration, estimer le pronostic. Pour la flécaïnide, vous voyez, c'est carrément avec une droite, on peut séparer les patients qui vont survivre de ceux qui vont décéder. Pour le verapamil, on voit là aussi, en dessous d'un certain seuil, si le patient est bien pris en charge, pas de risque de décès. À l'inverse, au-delà d'un certain seuil, il faudra être extrêmement attentif. Donc, on peut tout à fait se servir, évidemment, de ces doses, éventuellement des concentrations, pour, bien sûr, en préhospitalier, bien orienter le patient. Et ensuite, une fois admis en réanimation, évidemment, se poser des questions quant à l'optimisation thérapeutique, l'administration notamment de traitements d'exception, lorsque, bien sûr, le risque de décès est élevé. Monsieur le professeur, je vous 2 petites secondes, c'est juste qu'on a votre première diapo qui s'affiche bien, mais on n'a pas bien les diapos suivantes. On pouvait les suivre sur le côté, mais j'ai l'impression que le mode diaporama n'est pas bien activé. Pour moi, enfin, de mon côté, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je repasse en mode diapo standard? Ouais, peut-être qu'on peut essayer, en tout cas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Là, c'est mieux, ouais. Essayez de faire un switch à la diapo suivante, peut-être, pour qu'on voit. Voilà, je vais passer. Donc, ça, c'est la diapo d'avant. Oui. Ok, c'est parfait. On a tout. Voilà, donc je récapitule ces diapositives qui concernaient les concentrations. Vous voyez ici, pour l'intoxication par la flécaïnide, on peut séparer, vous voyez, les patients qui vont survivre et décéder. Pour le verapamil, là aussi, en deçà d'un certain seuil, vous voyez, il n'y a pas de décès. À l'inverse, évidemment, au-delà d'un certain seuil, là, on a un risque important de décès. Et donc,
On peut se servir à la fois de la dose pour bien orienter le patient en préhospitalier, mais aussi de la concentration à l'admission, lorsque, évidemment, elle est disponible rapidement pour éventuellement décider de thérapeutiques d'exception. Alors, dans un premier temps, nous allons analyser les présentations cliniques de chacune de ces intoxications par cardiotrope, et vous verrez, un peu comme les psychoauriculoventriculaires, des états de choc, des complications extracardiaques, un coma, des convulsions, un bronchospasme, une hypercalémie, une hypoglycémie. Il peut même mourir. Et on voit ici, dans cette série américaine, un certain nombre de décès induits par les bêta-bloquants. Et on voit effectivement qu'on meurt généralement de bradycardie extrême ou d'asystolie, mais paradoxalement, dans un certain nombre de cas, d'arythmie ventriculaire. Alors, pourquoi arythmie ventriculaire? Car un certain nombre de bêta-bloquants, notamment le propranolol et l'acébutolol, ont, en plus de leurs propriétés bêta-bloquantes, des propriétés de blocage des canaux sodiques. Et ils sont, comme vous voyez ici, responsables d'une surmortalité. Et donc, effectivement, le propranolol, qui est le premier bêta-bloquant à l'origine d'intoxication, est à l'origine d'une surmortalité. Il faut donc être extrêmement attentif avec ce bêta-bloquant. Alors, point important, en tout cas en préhospitalier ou aux urgences, attention à l'interprétation du lactate au cours des intoxications par bêta-bloquant. Le bêta-bloquant bloque la production du lactate. On ne peut donc pas se fier à ce biomarqueur pour interpréter l'existence ou la gravité de l'hypoperfusion tissulaire. Vous voyez ici sur ce travail, environ 50% de nos patients intoxiqués par bêta-bloquants, qui sont d'ailleurs décédés, avaient à tout instant un lactate tout à fait normal. Et donc, effectivement, pour les bêta-bloquants, il faudra absolument se fier sur les paramètres de fonction d'organes plutôt que sur le lactate. Alors, les intoxications par inhibiteurs calciques, c'est une classe beaucoup plus dangereuse que les intoxications par bêta-bloquants. Alors, lorsqu'on a affaire à une intoxication par inhibiteur calcique, il faut d'emblée distinguer deux catégories. Les dihydropyridines, qui sont des vasodilatateurs, chef de file l'amlodipine, eh bien ici, on va avoir une hypotension par vasodilatation, mais aussi en association une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la contractilité myocardique, et donc en fait, le cœur essaye de compenser la vasodilatation. À l'inverse, pour les non-dihydropyridines, chef de file le verapamil, ici, on va avoir non seulement la vasodilatation, mais aussi une cardiotoxicité directe, et donc on va avoir une bradycardie, une baisse de l'inotropisme, des blocs de conduction auriculo-ventriculaire, et donc très vite c'est une catastrophe, parce qu'évidemment le cœur ne peut pas répondre à la vasodilatation périphérique. De ce fait, les intoxications par inhibiteurs calciques sont beaucoup plus dangereuses évidemment et responsables de beaucoup plus complications que les bêta-bloquants. On voit ici dans cette série issue des hôpitaux de Strasbourg qu'ils sont responsables d'hypotension extrême, de bradycardie très sévère, de blocs de conduction auriculo-ventriculaire de très haut degré, voire d'arrêt cardiaque évidemment, et d'un taux de décès qui n'a rien à voir avec les bêta-bloquants extrêmement élevé. Et on voit très clairement que le verapamil a une tendance à donner des troubles beaucoup plus sérieux que les autres inhibiteurs calciques. Alors, chose très intéressante, on reviendra dessus au moment du traitement, les inhibiteurs calciques bloquent la production d'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Et donc, on voit que l'hyperglycémie induite au moment du surdosage par inhibiteur calcique est un très bon facteur pronostic, que ce soit l'hypoglycémie mesurée à la découverte ou l'hypoglycémie au pic, eh bien, ils sont de meilleures valeurs pronostiques que l'hypotension elle-même. Il faudra donc évidemment mesurer et surveiller de façon très rapprochée la glycémie et en tirer les conséquences quant à la gravité de l'intoxication par inhibiteur calcique. Alors la troisième catégorie des cardiotoxiques, ce sont les bloqueurs des canaux sodiques.
Alors, il faut se souvenir que le canal sodique est un canal très simple, un tunnel, au travers lequel le sodium rentre en phase zéro du potentiel d'action. Il est donc responsable de la dépolarisation et donc, évidemment, comme vous voyez ici, de la largeur du QRS. Alors, un certain nombre de molécules que vous voyez ici, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, bloquent le canal sodique de façon mécanique en se mettant à l'entrée du canal. Et donc, ces médicaments, que ce soit les antidépresseurs tricycliques, les antipaludéens de synthèse, les antiarythmiques de classe 1, comme le flécaïnide, certains bêta-bloquants, on l'a vu tout à l'heure, le tegretol, le propoxyphène à forte dose, la cocaïne, etc. Tous ces produits-là bloquent le canal sodique. Évidemment, il s'ensuit un trouble de la dépolarisation et donc des ennuis de la contractilité et de la conduction cardiaque. Et ceux-ci, évidemment, vont s'exprimer immédiatement au niveau de l'électrocardiogramme par un élargissement des QRS, avec un aplatissement des ondes T, un allongement modéré du QT. Et si, bien sûr, on n'y prête pas attention, très rapidement va s'installer une hypotension, puis un état de choc essentiellement cardiogénique lié à un effet inotrope négatif. À côté de cela, on peut avoir, bien sûr, des complications extracardiaques. On peut avoir, bien sûr, des troubles métaboliques, hypokaliémie, acidose lactique, des comas convulsifs, des hémorragies alvéolaires avec des ARDS qui sont les conséquences spécifiques de ces effets stabilisateurs de membrane extracardiaques. Et puis, bien sûr, le décès peut survenir rapidement, brutalement, d'une arythmie ventriculaire. Plus les QRS sont élargis, plus vous avez un risque important d'arythmie ventriculaire. D'ailleurs, le patient qui prend ces médicaments entre guillemets, pour se suicider, il cherche cet effet de mort subite lié à l'arythmie ventriculaire. Alors, au sein des stabilisateurs de membrane, la cocaïne occupe une place particulière parce qu'on va avoir la conjugaison de l'effet adrénergique et de l'effet stabilisateur de membrane, et donc un risque d'arythmie ventriculaire décuplé. Et deux circonstances, évidemment, sont à l'origine d'une gravité extrême. Premièrement, la rupture d'une boulette chez un porteur de cocaïne, un body packer. Et deuxièmement, l'association de cocaïne et d'alcool. Pourquoi? Parce que vous produisez un métabolite que l'on appelle la cocaéthylène. Et comme vous voyez sur cette diapositive, il a un effet stabilisateur de membrane bien plus important que la cocaïne et que l'ensemble de ces métabolites. Il faut donc être extrêmement attentif dans ces deux circonstances au risque cardiovasculaire. Quatrième situation, ce sont les digitaliques. Alors aujourd'hui, évidemment, beaucoup moins utilisés. On n'a plus que la digoxine, généralement uniquement prescrit à des patients âgés, plutôt par des cardiologues d'ailleurs âgés eux-mêmes. Et donc la circonstance principale d'intoxication, cette fois-ci, c'est le surdosage médicamenteux. Alors là, les choses sont plus compliquées car bien sûr, d'emblée, on n'a aucune raison d'évoquer une intoxication par cardiotrope lorsqu'on découvre le patient, car la pression artérielle est maintenue en raison d'un tonus sympathique. À l'inverse, on a une errance diagnostique. Pourquoi? Parce que le patient va avoir des troubles digestifs, de la diarrhée, des vomissements, il va être confus, agité, il va être halluciné, il va avoir des troubles visuels. Vous voyez, des anomalies qui n'ont rien à voir a priori avec le cœur, et donc qui vont perturber un tout petit peu et retarder le diagnostic. Et donc finalement, les choses vont arriver lorsqu'on va voir l'électrocardiogramme avec bien sûr un ralentissement de l'activité cardiaque et un trouble de conduction auriculo-ventriculaire, parfois d'ailleurs alternant avec des extrasystoles ventriculaires ou une tachycardie ventriculaire. Et donc effectivement, dans ces situations, les facteurs pronostiques, là aussi, sont bien identifiés. Si vous êtes un homme de plus de 55 ans, que vous avez un trouble conductif auriculo-ventriculaire, quel qu'en soit le degré, une kaliémie de plus de 4,5 mmol par litre, vous avez un risque très important de décès. Sachez évidemment que ces facteurs pronostiques sont appliqués à l'intoxication chronique par digoxine, alors qu'elles ont été définies pour l'intoxication massive par digitoxine. Donc, il y a quelques, évidemment, approximations de faire cette extension. Malgré tout, ça reste valable aujourd'hui. Et donc, effectivement, il faudra être extrêmement méfiant lorsqu'on a une bradycardie
importante qui ne répond pas à l'atropine, un BAV de haut degré et bien sûr une kaliémie augmentée. Dernière catégorie de cardiotropes, évidemment il y en a beaucoup, mais je me contenterai de celle-ci. Ce sont les médicaments qui vont allonger le QT. Vous voyez, la liste là est extrêmement longue. C'est plutôt dans des conditions de surdosage médicamenteux par interaction avec d'autres médicaments, notamment des inhibiteurs des cytochromes P450, souvent d'ailleurs sur des terrains à risque, comme par exemple un QT long congénital. Et on voit tous ces produits, qui sont très larges dans la pharmacopée, vont entraîner un allongement du QT et donc un risque de torsade de pointe. Alors, après cette première présentation, tout le monde a bien compris qu'on peut tout à fait, même sans connaître l'anamnèse exacte, en se basant sur la présentation clinique, sur le CG, eh bien, avoir une idée relativement précise du type de cardiotrope ingéré. Maintenant, qu'en est-il de la prise en charge? Alors, comme vous voyez, elle est relativement schématisée. La première étape, évidemment, consiste à poser le diagnostic d'état de choc. Alors, ça paraît évident comme ça, mais comme les cardiotropes ont pour effet pharmacologique l'hypotension, attention évidemment, toute hypotension ne veut pas dire nécessairement choc ou toxicité, ça n'est que l'effet pharmacologique. Une fois établi le diagnostic d'état de choc toxique, on va en déterminer le mécanisme, vasoplégique versus cardiogénique. On va bien sûr définir la thérapeutique optimale, pharmacologique, et puis dans un certain nombre de cas, on va devoir s'orienter vers des traitements d'exception que l'on va décrire. Alors, comment évidemment identifier l'état de choc? Alors, il faut savoir évidemment que l'état de choc va être basé sur à la fois des critères microcirculatoires et macrocirculatoires. On va à la fois mesurer la pression artérielle et à la fois on va mesurer évidemment des indices de perfusion tissulaire, que ce soit la fonction d'organes, mais également le lactate, en dehors évidemment des bêta-bloquants. Ensuite, on va évidemment essayer de monitorer très précisément l'état hémodynamique en utilisant l'un ou l'autre des systèmes disponibles. Et donc, vous voyez, évidemment, aujourd'hui, ils sont multiples. Et notamment, évidemment, le but de tout cela sera de mesurer le débit cardiaque, car évidemment, on va pouvoir distinguer un choc périphérique d'un choc cardiogénique en fonction du débit cardiaque. Monitorage que l'on a intérêt à avoir de façon continue, parce qu'évidemment, les traitements que l'on va administrer pourraient, comme d'ailleurs l'évolution spontanée de l'intoxication, faire passer d'un état à l'autre, ou parfois se présenter sous une forme plus complexe d'état mixte. Bien sûr, le débit cardiaque ou l'index cardiaque devra être interprété après optimisation de la précharge, et donc il sera intéressant de mesurer ces index avant, bien sûr, d'interpréter directement le débit cardiaque et ses conséquences. Alors, bien sûr, la chose la plus simple, c'est de faire une échographie cardiaque. Bon, malheureusement, ça ne va pas marcher sous cette forme-là, mais j'essaie quand même. Donc, on sait évidemment, tout le monde sait qu'avec... bon, je crois que ça ne marche pas comme ça, dans ce mode. Donc, en tout cas, lorsqu'on fait une échographie cardiaque, on peut très vite, évidemment, avec une simple sonde, séparer un aspect de vasoplégie, où on a un cœur hyperkinétique, très contractile, d'un aspect de choc cardiogénique avec un cœur globuleux hypokinétique de façon globale. Mais attention, parfois les choses sont plus compliquées. On peut avoir des troubles de conduction intraventriculaire avec des anomalies de la synchronisation de la contraction des différentes parois du cœur qui va au final, alors même que l'aspect est celui d'un cœur hyperkinétique, en fait résulter en un débit extrêmement diminué. Alors, une fois qu'on a caractérisé bien sûr l'état hémodynamique, on va devoir appliquer les traitements. Alors, évidemment, en pratique, comme vous le savez, tout ça est fait en parallèle, mais j'ai essayé de séparer pour la compréhension. Alors, la première étape, évidemment, de la prise en charge, ce sont les traitements symptomatiques. Donc, bien sûr, on va faire un remplissage vasculaire, donner les catécholamines adaptées. Alors, en préhospitalier, nous recommandons, lorsque le patient est hypotendu avec une tachycardie, nous recommandons la noradrénaline, car le mécanisme principal est celui d'un état de choc vasoplégique. Lorsque le patient
est hypotendu et bradycarde, nous recommandons plutôt l'adrénaline. Évidemment, après remplissage adéquat, attention, il ne faut pas avoir peur, y compris avec la suspicion de choc cardiogénique, de donner au moins 2 litres de sérum physiologique, car généralement, ce sont des cœurs qui étaient sains au départ, donc qui vont tolérer ce remplissage, et surtout, la dysfonction est biventriculaire et le risque d'OAP est faible. Ensuite, une fois qu'on a fait les remplissages, qu'on a débuté les catécholamines, on fait bien sûr, si besoin, des traitements spécifiques des complications, défibrillation s'il y a une arythmie ventriculaire, sulfate de magnésium s'il y a des extrasystoles, éventuellement entraînement électrosystolique percutané ou transveineux s'il existe un trouble conductif de haut niveau avec préservation de l'inotropisme. Attention d'ailleurs, c'est une circonstance relativement rare et donc dès que l'on décide de poser un pacemaker, il faudra absolument valider par une échographie que le cœur augmente sa contractilité suite à l'accélération de la fréquence cardiaque, car sinon évidemment, en surveillant uniquement la fréquence cardiaque, on pourrait être malheureusement tombé dans le piège d'une augmentation de la chronotropie sans répercussion sur le débit cardiaque et donc évidemment d'une situation d'hypoperfusion tissulaire gravissime qui pourrait en suivre. Alors l'intubation est également une question importante. Et évidemment pour les cardiotoxiques, on ne s'attend pas à un score de Glasgow bas et donc elle n'est pas du tout guidée par la profondeur du coma, mais uniquement par la gravité du collapsus. Donc attention, généralement ce sont des intubations qui vont s'adresser à des sujets vigiles, car évidemment si vous attendiez un score de Glasgow à 8 pour intuber un patient intoxiqué par cardiotrope, j'ai bien peur que l'arrêt cardiaque vous guettera au moment de l'induction de l'anesthésie, car évidemment à ce moment-là, il sera extrêmement bradycarde et extrêmement hypotendu. Alors, deuxième traitement à discuter très rapidement, c'est bien sûr la décontamination digestive et les traitements d'élimination. Alors, globalement, sauf exception, ils ont très peu d'intérêt. La majorité des cardiotropes sont vus au moins 2 heures après l'ingestion. Les patients sont déjà symptomatiques, les cardiotoxiques sont déjà absorbés. Et puis, tous ces cardiotoxiques ont des volumes de distribution élevés et des taux de liaison protéines plasmatiques importants, ce qui fait évidemment les techniques d'épuration extra-rénale ont un intérêt faible. Je rappelle que la dialyse n'épure que les toxiques qui circulent dans le sang sous la forme non liée. Donc évidemment, ça a très peu de chances d'avoir un intérêt pour les médicaments dont on parle. Alors rapidement, bien sûr, on va s'adresser aux antidotes, c'est-à-dire aux traitements spécifiques. Et comme vous voyez sur les 2 diapositives qui vont venir, je vais les traiter toxique par toxique. Donc pour les bêta-bloquants, première ligne de traitement, ce sont les bêta-stimulants, dobutamine, isoprénaline. Alors on peut utiliser celui que l'on veut. On préférera l'isoprénaline pour le sotalol en raison de la nécessité d'accélérer la fréquence cardiaque pour éviter un risque de torsade de pointe, car le sotalol, en plus de l'effet bêta-adrénergique, allonge le QT. Lorsqu'on a l'impression que les bêta+, ne font pas grand effet, on pourra utiliser le glucagon en 2e ligne. Et donc là, il faut effectivement administrer, comme vous voyez sur la diapo, des posologies assez élevées, jusqu'à 5 mg bolus de glucagon, suivi de 2 à 10 mg en perfusion continue. On va dire, pour ma part, j'aurais tendance à faire les 2 à 5 mg bolus, attendre, on va dire, une vingtaine de minutes. Si ça n'a pas fait grand-chose, renoncer au glucagon. Et si à l'inverse, on voit qu'il y a une amélioration, évidemment, le poursuivre sous forme de perfusion continue. Et puis, si tout ça n'est pas suffisant, ou si d'emblée, évidemment, les choses sont catastrophiques, aller à l'adrénaline. Pour les inhibiteurs des calciques, là, on va commencer par le chlorure de calcium, par voie intraveineuse, 2 à 3 bolus. Je dirais, dans mon expérience, il y a très peu de patients qui s'en sont sortis uniquement grâce à ce traitement. Il faudra néanmoins le faire, rapidement passer à l'insuline euglycémique, c'est-à-dire, comme vous voyez sur la diapositive, des doses extrêmement élevées d'insuline, avec comme objectif, évidemment, d'apporter de l'insuline tout en maintenant une euglycémie. Alors, comme vous vous souvenez, évidemment, le patient est hyperglycémique spontanément,
généralement, on n'a pas de risque d'hypoglycémie. D'ailleurs, souvent, il n'y a pas besoin d'apporter de glucosé hypertonique, même si évidemment, il faudra surveiller de très près la glycémie. Notez évidemment les doses extrêmement élevées, car évidemment, le pancréas ne produit pas d'insuline. Pourtant, le cœur a besoin d'insuline pour pouvoir répondre aux catécholamines. Et puis rapidement, une fois ça en place, on peut évidemment commencer à augmenter les posologies des catécholamines en fonction du profil hémodynamique. Le bleu de méthylène peut être intéressant pour les intoxications avec vasodilatation réfractaires à la noradrénaline. Attention, ce traitement n'est que temporaire, car au bout d'une dizaine d'heures, il peut être responsable lui-même de méthémoglobinémie. Pour les intoxications avec blocage du canal sodique, il convient cette fois-ci de commencer par le bicarbonate molaire de sodium. On peut en faire au moins 3 administrations de 250 ml, et puis rapidement, en cas d'inefficacité, passer à l'adrénaline. Enfin, pour les digitaliques, on en a parlé tout à l'heure, première ligne, l'atropine, deuxième ligne, très rapidement, si l'atropine ne marche pas, les FAB antidigoxine. Donc, il ne faut surtout pas traîner à essayer d'utiliser des antiarythmiques, d'utiliser des bêta-stimulants, de mettre des pacemakers en place. Ça n'a aucun intérêt, ça ne fait qu'augmenter la mortalité. Alors, une fois tous ces traitements mis en place, évidemment, on se rend compte que parfois, malgré tout, le patient ne répondra pas de façon optimale. Et donc là, évidemment, on va rentrer dans la catégorie des patients qui sont réfractaires au traitement pharmacologique. Alors, j'ai mis cette diapositive pour vous montrer le cas de cette patiente, typique. Vous voyez, une jeune patiente de 17 ans, intoxiquée par propranolol, intubée ventilée. Quand on regarde son monitorage hémodynamique, ici par cathétérisme cardiaque droit, on voit qu'elle a une tension artérielle parfaitement préservée. Mais le problème, évidemment, c'est qu'elle a une PAM élevée en raison de résistance systémique très élevée. De fait, le débit cardiaque est effondré. Donc, en fait, elle est vasoconstrictée, mais elle ne circule pas. Donc, évidemment, elle va se diriger tout droit vers la défaillance multiviscérale et le décès. On décide alors de remplacer l'adrénaline par la dobutamine, afin, comme vous voyez ici, d'augmenter le débit cardiaque en réduisant les résistances systémiques. Malheureusement, aussitôt, on voit évidemment la baisse de la pression artérielle. On est donc dans une impasse thérapeutique. Soit on veut favoriser la pression artérielle, soit on veut favoriser le débit cardiaque. En tout cas, on ne peut pas améliorer les deux en même temps. Nous sommes en échec pharmacologique. À ce moment-là, évidemment, 3 perspectives s'ouvrent à nous. Au moins 2 entre guillemets, peuvent être accessibles en préhospitalier. Malgré tout, ce sont des traitements évidemment réservés à l'hôpital. L'émulsion lipidique, l'ECMO véno-artériel et la dialyse contre albumine. Alors, très rapidement, les émulsions lipidiques. Alors, le principe d'utilisation de ces traitements est dérivé de l'utilisation d'intralipides au bloc opératoire lorsque l'anesthésiste se trompe de dose d'anesthésique locale. Effectivement, d'une main, il administre le produit anesthésique pour faire une anesthésie locale, puis le patient se met à convulser ou rentre en choc, voire en arrêt cardiaque. Il se dit « aïe, 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 je me suis trompé ». À ce moment-là, il prend de la seconde main le flacon d'intralipide et il l'administre. Il peut ainsi immédiatement capter l'anesthésique locale qu'il vient d'injecter en excès et entraîner une amélioration spectaculaire. Donc, cette thérapeutique est reconnue évidemment par les sociétés savantes d'anesthésie. Le problème, évidemment, c'est que pour les intoxications, le niveau de preuve est beaucoup plus faible, même si le mécanisme d'action suggéré est analogue, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'éponge lipidique. L'intralipide va capter les molécules de cardiotropes en excès, mais on imagine évidemment que lorsqu'on va administrer ce traitement chez un patient en réanimation, les molécules sont déjà généralement distribuées dans les tissus. Donc, l'efficacité est quand même contestable. Alors, un point important quand même avant d'utiliser ce traitement, c'est de savoir, d'être sûr que la molécule est bien liposoluble. Car évidemment, si le cardiotrope n'est pas liposoluble, ça ne sert à rien d'utiliser ce traitement. Vous n'en aurez que les inconvénients. Et donc, pour cela,
il faut se référencer à un coefficient que l'on appelle le coefficient de partition au hectanol, que l'on retrouve sur Internet, pour chaque toxique. Et comme vous voyez, il y a dans cette étude in vitro un strict parallélisme entre ce coefficient de partition et la capacité de l'intralipide in vitro à capter le cardiotrope et donc évidemment à possiblement améliorer le patient in vivo. Alors en pratique, évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est un peu théorique, le niveau de preuve est faible, il y a des case reports certes qui rapportent le bénéfice, mais il y en a tout autant que nous avons expérimenté qui ne sont pas publiés, qui montrent que ce traitement ne marche pas. Donc finalement, ce traitement doit être uniquement réservé aux situations, bien sûr, où le traitement pharmacologique a échoué, et généralement en attendant de poser une ECMO véno-artérielle, qui représente évidemment la deuxième possibilité, c'est-à-dire cette fois-ci carrément de remplacer le cœur par un cœur artificiel mécanique externe pour perfuser les organes en attendant une récupération évidemment spontanée, car le toxique est fonctionnel, il va donc s'éliminer. Et donc pour cela, on va perfuser le foie et le rein pour permettre un métabolisme et l'élimination rénale du toxique. Alors, il y a évidemment deux problèmes en pratique. Premier problème, c'est d'attendre trop longtemps. C'est de se dire, oui, je contrôle tout se passe bien, mais malheureusement, d'aboutir, comme je l'ai montré sur l'exemple précédent, à une déférence multiviscérale. À ce moment-là, évidemment, l'ECMO sera trop tardive et ne permettra pas de réverser la déférence multiviscérale. La seconde problématique, cette fois-ci, c'est d'aller trop vite, en se disant, oui, c'est une intoxication par cardiotrope, je mets l'ECMO d'emblée, et finalement, on va voir les complications de l'ECMO, alors même qu'un antidote bien dosé aurait amélioré les choses. Et donc, évidemment, lorsque la question va se poser, il faudra bien sûr soit amener le patient à l'ECMO, et on voit bien que c'est extrêmement difficile, car à ce moment-là, le patient est peu transportable, soit à l'inverse, amener l'ECMO au patient, et c'est évidemment la tendance actuelle avec les ECMO mobiles, les équipes mobiles d'ECMO. Alors nous, à Lariboisière, comme on a ce type d'intoxication, eh bien, malheureusement, on n'a pas de service de chirurgie cardiaque, donc nous avons développé évidemment l'ECMO au lit du patient que nous posons nous-mêmes de façon directe. Pour cela, le service, évidemment, s'est outillé de différents appareils. Nous avons une équipe disponible 24 heures sur 24 pour poser les ECMO. Nous posons évidemment par voie chirurgicale ou par voie percutanée les canules. Ensuite, évidemment, une fois le patient canulé, il est connecté à la pompe centrifuge. Et comme vous voyez ici, il y a une membrane d'oxygénation externe. Voici les canules en place avec la canule de reperfusion de la jambe canulée au niveau fémoral. Et puis, évidemment, les choses peuvent s'améliorer, ce d'autant plus que parfois le patient est amené d'emblée sous massage cardiaque. Nous posons l'ECMO sous massage cardiaque manuel ou automatique. Et puis, vous voyez sur ces diapositives, le patient est dans une situation extrêmement précaire, avec un rythme cardiaque anarchique très inquiétant, une pression artérielle très pincée, même si la PAM est conservée, et finalement un débit cardiaque spontané proche de 0. Après, bien sûr, cannulation, on met le cœur au repos, on remplace un rythme cardiaque et un débit cardiaque mauvais par un meilleur débit cardiaque de pompe, mais par contre, comme vous voyez, non pulsatile, et ainsi, évidemment, on met le cœur au repos et en attente de l'élimination du toxique. Alors, entre-temps, évidemment, le patient est géré comme tout autre patient en réanimation. Il est évidemment généralement sédaté curarisé. Il reçoit des catécholamines pour maintenir une PAM de l'ordre de 70 mm de mercure, un traitement anticoagulant adapté, une ventilation mécanique protectrice, un contrôle thermique en cas d'arrêt cardiaque, un monitorage très strict de la jambe canulée, et puis évidemment on fait des échographies cardiaques répétées pour voir la récupération de l'activité cardiaque pour permettre le sevrage. Bien sûr, on n'oublie pas d'analyser les paramètres neurologiques pour être sûr évidemment qu'à tout instant que les choses sont favorables. C'est une technique malgré tout invasive, à risque de complications. Les complications principales sont les complications ischémiques du membre inférieur. Vous voyez quand même, le pourcentage est assez important. Et puis évidemment, les complications hémorragiques et infectieuses. Alors, la troisième technique, évidemment, c'est la technique
de dialyse contre albumine. Alors, c'est plutôt une technique encore en expérimentation. On ne sait pas exactement si elle a un intérêt formel ou pas, et pour quel toxique, notamment, elle pourrait avoir un intérêt. Alors, cet intérêt a été soulevé en 2011 par la publication de 3 cas ici d'intoxication par inhibiteur calcique avec une vasoplégie réfractaire, où l'auteur a laissé penser, évidemment, qu'il y avait une amélioration pharmacodynamique du patient grâce à l'élimination par la technique Mars de l'inhibiteur calcique en question. Malheureusement, l'analyse proche de ces 3 cas montre évidemment que les choses ne sont pas aussi simples et on ne peut pas conclure de l'intérêt de cette technique. Il faut donc obtenir plus de cas mieux documentés et c'est actuellement en cours. En conclusion, alors, premier point à bien noter, évidemment, les intoxications par cardiotrope, c'est rare, donc, et c'est potentiellement grave. Comme vous avez compris, évidemment, ça nécessite une prise en charge très spécialisée. Donc, je recommande très fortement, bien sûr, de centraliser ces intoxications dans un service de référence. Et je ne vous cacherai pas, évidemment, que c'est le centre de réanimation médicale de Lariboisière qui est le centre de référence des intoxications graves. Et donc, évidemment, il serait tout à fait logique, évidemment, d'adresser ces patients dans notre centre, ce d'autant plus que nous disposons, bien sûr, de tous les antidotes, de l'avis spécialisé pour les indications et des techniques d'exception que je viens de décrire. Alors, évidemment, tout le monde a compris que la prise en charge doit être extrêmement prudente et stricte et rapide. Il faut d'abord, bien sûr, évaluer la sévérité, les facteurs pronostiques, rapidement mettre en place les traitements de support d'organes, les antidotes en fonction de la nature du toxique, même si, comme vous imaginez, leur niveau de preuve reste faible. Et puis, évidemment, lorsque cela va s'imposer, indiquer un traitement d'exception. Ce sont les seules conditions, évidemment, pour espérer la survie finale du patient. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous, professeur Megarban. Est-ce qu'il y a parmi ceux qui nous suivent des questions déjà? Est-ce que Romain, toi, tu as reçu des questions sur ton téléphone? Non, j'ai pas reçu de questions encore, je les attends. Mais déjà, une remarque sur peut-être sur l'intoxication aux inhibiteurs calciques, parce que c'est vrai qu'on voit notamment les doses d'insuline, l'unité kilo. On a pu même voir des fois des doses encore plus élevées dans la littérature. C'est vrai que quand on est au lit du malade, à son domicile, dans la rue ou je sais pas où, c'est des doses qui peuvent effrayer parce qu'on n'a pas l'habitude d'administrer des doses telles. Et alors moi, j'en ai pas une grosse expérience évidemment, mais j'avoue l'avoir fait une fois quand même et avoir un peu sué. Mais en fait, ça se passe très bien, et notamment sur le point de vue glycémique, où on se dit il va falloir que je monitore ça de près, il va faire l'hypoglycémie, etc. Et en fait, étonnamment, ça se passe mieux que ce que je pensais, et ça fait peut-être aussi référence à ce que vous montriez, qu'en fait, ils sont plutôt sur un versant de base hyperglycémique, et peut-être que la physiopathe qui va derrière, que vous avez expliqué, peut aussi en partie expliquer que finalement la glycémie va évidemment baisser, mais c'est pas non plus vraiment linéaire par rapport aux doses d'insuline qu'on pourrait avoir l'habitude de voir chez des patients diabétiques, quoi. Oui, tout à fait. Alors, donc, tout ce que vous avez dit est parfaitement exact. Effectivement, lorsqu'on est sûr en préhospitalier que l'état de choc observé est attribué à un inhibiteur calcique et que l'on valide la présence d'une hyperglycémie marquée, je crois qu'effectivement, on peut tout à fait débuter ce traitement en préhospitalier. Donc, c'est 1 unité par kilobolus suivi de 1 unité par kilo par heure avec un monitorage de la glycémie toutes les 30 minutes. Il ne faut avoir aucune crainte. Il n'y a pas nécessité de mettre d'emblée un glucose hypertonique. De toute façon, très rapidement, vous allez vous retrouver en réanimation, donc les choses vont être monitorées, mais il n'y a aucune hypoglycémie à attendre du bolus initial. Maintenant, lorsque vous êtes devant un choc chez quelqu'un dont on ne connaît pas exactement la nature des médicaments, pour lequel il y a peut-être une association, par exemple un IEC, un inhibiteur calcique, là, je serais plus prudent d'emblée de le mettre
il vaut mieux optimiser d'abord les catécholamines, le temps de transporter en réanimation, puis ensuite les choses seront faites tranquillement en réanimation si besoin. Voilà, donc comme vous l'avez dit, effectivement, la physiopathologie éclaire tout à fait sur ce besoin très important d'insuline. Le patient a une insulinopénie par défaut de sécrétion d'insuline d'origine pancréatique, et en plus, pour que le cœur puisse répondre aux catécholamines, il doit utiliser les carbohydrates pour se contracter, alors qu'au repos, il n'utilise que les acides gras. Et donc cette conversion d'une utilisation en vue de produire de l'énergie des acides gras vers les carbohydrates nécessite la présence d'insuline, sinon le myocarde ne pourra pas répondre aux conditions de stress imposées par l'intoxication et aux catécholamines perfusées. Merci beaucoup. Une autre question pour vous, professeur Megarban. Dans le cadre de l'intoxication au bêta-bloquant, on a dans nos camions du glucagon, bien sûr, mais on n'en a pas tant que ça, et j'ai l'impression que finalement, les doses qui sont recommandées montent vite. C'est quoi habituellement les doses requises, sachant que nous, on dispose que de 10 mg de glucagon dans notre camion? Alors, comme je l'ai expliqué, le bolus, c'est de 2 à 5 mg. Alors, c'est vrai que je suis toujours très surpris qu'il y a une habitude des services préhospitaliers, que ce soit les pompiers ou le SAMU, à utiliser le glucagon en première intention dans ces intoxications par bêta-bloquants. Je crois qu'en fait, il faut inverser on va dire la primauté des antidotes. D'abord, le bêta+, il est beaucoup plus utile de débuter par un bêta+, donc la dobutamine, pareil, parfait. Et puis, dans un deuxième temps, le glucagon, si l'on monte les doses. Voilà. Pourquoi? Parce que le glucagon, effectivement, il est coûteux. Il a vous avez un nombre limité de flacons, j'imagine, dans les camions. D'ailleurs, si on mettait des doses telles que je les ai définies, on peut même, à l'hôpital, épuiser les réserves de la pharmacie. Et puis, surtout, le niveau de preuve est relativement faible dans les études. Donc, il n'est pas recommandé en première ligne. Par contre, évidemment, ça n'est pas une antidote qu'il faut jeter à la poubelle. Il y a beaucoup de cas où, effectivement, le patient ne répondait pas de façon optimale aux bêta-stimulants et le glucagon a amélioré la situation. Maintenant, il faut savoir que lorsque l'on a un bêta-bloquant exclusif, c'est-à-dire en fait hors du propranolol et de l'acébutolol, qui ont en plus une toxicité sur le canal sodique, il faut savoir que on réussira toujours à antagoniser l'effet bêta+, l'effet bêta-, pardon, sur le récepteur en utilisant la quantité adéquate de bêta+. Dans ces cas-là, on peut monter évidemment les doses notamment d'isoprénaline de façon extrêmement élevée, mais dans tous les cas, on pourra antagoniser, on pourra accélérer la fréquence cardiaque et remonter la pression artérielle. Évidemment, ce sont des patients extrêmement délicats à gérer qui doivent être bien sûr hospitalisés en réanimation médicale sous monitorage extrêmement précis. Merci. Vous dites juste on peut monter les doses d'isoprénaline sans trop de crainte. Vous fixeriez quoi comme plafond pour nous entre hospitaliers? J'ai pas compris, pardon, excusez-moi. Vous disiez qu'on pouvait, dans ce cas-là, utiliser un bêta+ pour contrer l'effet bêta-, utiliser l'isoprénaline avec pas tellement d'arrière-pensée sur la dose. Et du coup, pour nous avoir une idée en tête, vous nous donneriez quoi comme plafond de dose d'isoprénaline, peut-être quand même à pas dépasser, ou à un moment il faut se dire bon faut passer à autre chose? Non, je crois qu'il n'y a pas de dose. Malheureusement, en fait, il faut monter. On peut monter à des doses extrêmement élevées. Il n'y a pas de dose plafond à fixer. Par contre, effectivement, il faut très rapidement venir en réanimation car il faudra utiliser probablement à ce moment-là une ECMO si on en est à des doses extrêmement élevées. Alors, malgré tout, je pense en préhospitalier, je recommanderais plutôt dans un premier temps la dobutamine que l'isoprénaline, car la dobutamine est moins vasoplégiante. Et donc, effectivement, parfois, quand on utilise l'isoprénaline, on risquerait transitoirement de baisser un peu la pression artérielle. Il faudra rajouter de la noradrénaline en association. Donc, effectivement, c'est un peu plus délicat à utiliser, sauf, comme je l'ai dit, en cas d'intoxication au sotalol, où là, il faut d'emblée utiliser l'isoprénaline. Mais je dirais non, il n'y a pas de dose particulière plafond.
Par contre, effectivement, il faudrait élaborer un protocole assez simple pour débuter. On peut tout à fait commencer à 0,1, 0,2 mg/h d'isoprénaline et puis rapidement monter, mais on pourrait monter. En réa, nous avons certains patients, on est monté à 50, 60 mg/h d'isoprénaline. Merci. D'autres questions, Romain, par texto? Non, on peut peut-être passer... J'ai une question. Concernant les patients qui sont en arrêt, donc on a été obligé de le mettre sous planche à masser, se pose un débat donc, dans la région parisienne où on a une accessibilité à de l'ECMO préhospitalière sur première option, on roule vers la RMT de la Riboisière avec la planche à masser où l'ECMO sera installée, posée chez le patient dans des conditions hospitalières, on va dire, versus, eh bien, on pose une ECMO préhospitalière dans les conditions qui sont plus problématiques avant de rouler, on va dire, comme on dit vulgairement, vers la RMT. Y a-t-il ou pas, on va pas dire des recommandations, mais une attitude plus pragmatique pour ce type de patient? Alors, je dirais, évidemment, vous me posez la question, donc il y a peut-être un biais dans ma réponse. Malgré tout, je crois que, d'abord, d'un point de vue objectif, évidemment, il n'y a pas d'études comparatives entre les deux alternatives. Maintenant, effectivement, les patients intoxiqués qui sont en arrêt sont probablement le sous-groupe qui a la meilleure probabilité de survie. Alors, probabilité de survie à condition évidemment de ne pas compliquer les choses uniquement liées à la pause et à condition évidemment ensuite de très bien gérer la partie toxicologique de l'affaire. Donc, moi je dirais effectivement, lorsqu'on a affaire à une intoxication qui fait un arrêt réfractaire, ce d'autant plus que le pronostic est bon, il faut absolument rouler vers la RMT, car nous garantissons à la fois la pause dans les meilleures conditions de l'ECMO et bien sûr une gestion toxicologique optimale. Je crois que l'ECMO dans la rue est plus adapté à l'infarctus ou l'embolie pulmonaire massive chez une personne où de fait la probabilité de survie est plus réservée et où on va dire, on peut penser qu'en raison de cette faible probabilité de survie, si on avançait l'heure de la pause de l'ECMO, on pourrait avoir plus de chances, même si on prend des risques d'hémorragie incontrôlée, de cannulation du mauvais vaisseau, etc. Alors, pour les intoxications, le raisonnement est d'autant plus vrai que souvent ce sont des personnes jeunes, souvent plutôt facilement massables. C'est pas le gros obèse BPCO. Et donc, moi, je suggère très fortement plutôt la solution, aller vers la réanimation RMT. Maintenant, évidemment, si on est dans une zone inaccessible, si vous estimez évidemment que le transfert vers la réanimation de la Riboisière se posera problème en raison du trafic, et que vous préférez aller vers une réanimation ou un service d'urgence plus proche et appeler l'équipe mobile d'ECMO à ce moment-là directement, nous avons un accord avec l'équipe mobile de la Pitié-Salpêtrière pour un transfert systématique des intoxications cannulées vers l'hôpital La Riboisière. Maintenant, je n'ai pas le même accord avec le SAMU de Paris. D'accord. Et du coup, dans l'esprit de ne pas perdre de temps sur ces patients où voilà, le temps est quand même reste critique s'ils sont en arrêt, chez ces patients intoxiqués qui sont quand même pas non plus les plus fréquents de nos arrêts, mais ça arrive, qu'est-ce qu'il vaut mieux appeler chez vous? Est-ce qu'il vaut mieux appeler le réa, de la réa toxico d'emblée? Est-ce qu'il faut appeler l'équipe qui pose l'ECMO? Non, il faut appeler d'emblée chez nous le réanimateur de garde. Et à ce moment-là, effectivement, nous avons une personne, soit c'est le médecin de garde lui-même qui posera l'ECMO, soit il appellera une personne, un médecin senior de l'équipe qui sait poser l'ECMO. En cas de difficulté extrême, nous faisons poser l'ECMO par les cardiologues dans la salle de coronarographie dès l'arrivée. Donc en fait, vous appelez le médecin de garde chez nous, immédiatement il va vous dire oui, amenez le patient, il va se renseigner localement
quelles sont les conditions de pose. Soit effectivement l'un des médecins seniors viendra sur place pour poser l'ECMO, soit il y a des difficultés de communication, c'est 3 heures du matin, bon, ça paraît, il n'a pas réussi à joindre quelqu'un, il organise immédiatement l'admission en salle de coronarographie pour poser l'ECMO sous contrôle scopique. Voilà, donc dans tous les cas, je pense qu'il faut d'emblée appeler le réanimateur de chez nous. C'est vrai là, dans ce cas spécifique de la toxicologie. Est-ce que c'est vrai pour d'autres indications d'ECMO? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, effectivement, nous avons bien sûr, nous prenons en charge des patients en arrêt réfractaire d'autres étiologies. Je dirais, pour cette indication précise, voilà, là, la question, à mon avis, est plus ouverte que dans le cas d'intoxication, puisqu'après, évidemment, la gestion de l'intoxication, la gestion du patient ne relève plus d'une spécificité toxicologique. Donc, le sujet est un peu plus ouvert. Je dirais, à ce moment-là, il faudra faire le point entre le temps nécessaire pour rouler vers la RMT versus le temps d'attente d'une équipe mobile sur place. Évidemment, si vous n'êtes pas loin de l'hôpital Lariboisière, je pense que ça serait une erreur de demander une ECMO extra-hospitalière alors que vous êtes accessible direct vers le service chez nous. Maintenant, si vous êtes de l'autre côté de Paris, dans une banlieue de l'Ouest, bien sûr, la question se pose et je dirais effectivement, il faut aller au plus vite dans ce cas-là. Merci pour votre réponse. Du coup, mais c'était plus sur l'aspect, la personne à contacter dans les autres indications que la toxico. Ça reste le réalisateur chez vous. Tout à fait, c'est toujours. Donc, je peux vous envoyer immédiatement le numéro à contacter si vous ne l'aviez pas, mais c'est le numéro du médecin de réanimation. Voilà. C'est le réanimateur de garde de la RMT qui lui ensuite organisera et expliquera en fonction de l'arrêt, en fonction de la disponibilité interne des médecins, où orienter le patient à l'arrivée, s'il doit aller en coronarographie d'emblée ou en RMT. De façon un peu théorique, lorsque c'est un arrêt toxique, c'est plutôt en RMT, sauf exception, et lorsque c'est un arrêt non toxique, c'est en salle de coronarographie, sauf exception. Évidemment, si la salle de coro est à ce moment-là occupée, on est obligé de dévier vers la RMT. Si à l'inverse, dans les autres conditions, aucun médecin senior n'a été joint facilement, on va dévier vers la salle de coronarographie. Mais dans tous les cas, on recevra le patient sur l'un ou l'autre des plateaux. Et lorsque vous êtes en train de rouler, on vous avertira du plateau de destination à prendre. D'accord. Et est-ce que ça pourrait être l'opportunité sur le second trimestre, peut-être, ou sur le second semestre, de peut-être discuter aussi de parvenir à peut-être créer une filière d'ECMO intra-hospitalière, alors évidemment avec la Lariboisière, mais peut-être aussi évidemment avec la Pitié et la HEGP, qu'on réussisse peut-être à se mettre autour d'une table pour définir, pour essayer de se mettre d'accord sur des critères qui permettraient, encore une fois, sur ces cas où il faut aller vite, peut-être de pouvoir vous appeler et de créer une filière un petit peu plus optimisée que ce qu'on peut faire parfois à l'heure actuelle. Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'envisageable? Oui, tout à fait. En tout cas, de mon côté, il n'y a aucun problème. Je pense que lorsque c'est un arrêt réfractaire non toxique, il faut effectivement aller au centre qui est OK pour prendre le patient, le plus proche évidemment et le plus rapidement disponible pour augmenter les chances du patient. Quitte à effectivement, si vous êtes un peu loin de tout, et si l'équipe d'implantation extra-hospitalière est disponible, aussi recourir à eux. À l'inverse, évidemment, si vous êtes proche d'un hôpital qui est capable de poser l'ECMO intra-hospitalière, il faut aller vers ce centre-là. En fait, il ne faudrait pas que les centres hospitaliers comme le nôtre ne soient contactés que pour les patients récusés par l'équipe d'ECMO extra-hospitalière. Merci en tout cas pour ces échanges. Merci professeur pour votre merci intervention. À vous. Et donc effectivement, je reprends peut-être la parole pour donc présenter notre dernier orateur. Donc c'est Dominique Vaudovar, qui est maître de conférence universitaire, praticien hospitalier au Centre Antipoison de Paris, qui est médecin réanimateur de formation, et donc qui va vous présenter l'activité du CAP de Paris
Et donc, comme on le laisse penser à tout instant, évidemment, c'est un centre qu'il faut très régulièrement consulter, à la fois pour des informations toxicologiques, des prises en charge, mais aussi, évidemment, et c'est l'intérêt, je pense, en tout cas, de vous encourager à le faire, pour créer des registres, car vous voyez beaucoup d'intoxications préhospitalières, et je crois qu'il y a un manque de données. Une meilleure connaissance épidémiologique serait très utile. Voilà, merci Dominique. Bonjour, alors déjà, est-ce que vous voyez mon écran? Vous m'entendez? Moi, je t'entends, Dominique. On a eu votre. Est-ce que vous voyez mon écran, mon diaporama ou pas? Non, vous ne voyez pas le bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Là, on a. Alors, bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup pour votre invitation. Et donc, Vénico en a déjà parlé. L'idée, c'est de vous présenter un peu qu'est-ce qu'un centre antipoison. Alors, je crois qu'on est plutôt en Île-de-France là ou même à Paris, mais d'après ce que on m'a dit, peut-être que tout ça sera vu dans d'autres régions. Donc, je vais vous présenter plutôt un fonctionnement général. Alors, on va aborder deux choses. C'est qu'est-ce qu'un centre antipoison et quelles sont les missions des centres antipoison. Alors tout d'abord, un centre antipoison, il y en a 8 en France. Ils sont tous situés dans des centres hospitalo-universitaires. Ils sont composés de médecins et puis de plus en plus d'infirmières, notamment pour les appels du public. Et donc, vous voyez, il y a une régionalisation, on va dire, de ces centres antipoison qui correspondent grosso modo aux zones de défense, qui doit être à peu près la même organisation selon laquelle vous êtes également organisé. Des missions des centres antipoison, il y en a 4 finalement qui sont définies par le Code de santé publique. C'est premièrement la réponse téléphonique à l'urgence, hein, qui est la partie clinique, mais il y a également la toxicovigilance, l'enseignement et la recherche clinique. La réponse téléphonique urgente, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, comme vous, c'est l'aide médicale urgente, mais en toxicologie. Comment ça se passe? Tout le monde peut appeler, d'accord, aussi bien les professionnels de santé que les particuliers. C'est pour toutes les intoxications, qu'elles soient accidentelles ou volontaires, qu'elles soient individuelles ou collectives, ou encore qu'elles soient aiguës ou chroniques. Et puis, c'est pour toute substance, c'est-à-dire les produits ménagers, bien sûr, les médicaments, bien sûr, mais aussi quelque chose qui grandit avec le temps, c'est-à-dire tout ce qui est toxines naturelles, champignons, plantes ou nouveaux animaux de compagnie. Le but, c'est de faire un diagnostic, un avis et un suivi. En pratique, comment ça se passe? C'est un peu comme vous. Donc, en fait, les professionnels de santé, mais aussi SAMU et pompiers, sont directement redirigés vers le médecin, alors que le public passe généralement, en fonction du flux d'appel, par une infirmière qui est sous supervision médicale. Le médecin toxicologue, vous savez que c'est une difficulté en France, puisqu'il n'y a pas de spécialité. C'est soit des urgentistes, soit des généralistes aussi, des médecins du travail et quelques réanimateurs dont je fais partie. Donc pour chaque appel, en fait, il y a un dossier, qui est un dossier médical qui est organisé pour la toxicologie. Ensuite, il y a un diagnostic qui est posé. Alors ce diagnostic, il va reposer bien sûr sur les connaissances toxicologiques de chacun et puis sur des accès larges bibliographiques. Mais on a quand même des outils pour nous aider. Il y a premièrement ce qu'on appelle pour les produits chimiques la base nationale des produits et compositions, c'est-à-dire que chaque manufacturier doit envoyer légalement sa composition au centre antipoison, si bien que pour un desktop, par exemple, vous savez, il y a beaucoup plus de desktops qu'on ne le pense, et certains sont corrosifs, alors que d'autres sont, par exemple, simplement irritants, et ça permet d'évaluer un peu le risque. Deuxièmement, il y a des bases de données internationales, comme Toxins ou Poisondex, qui permettent de guider la prise en charge. Il y a aussi, pour des cas d'intoxication qui sont très rares, le fait d'aller chercher dans notre base de données qui aujourd'hui a plus de 3 millions de cas. Et puis, enfin, comme le disait Vénico, on s'est mis en rapport pour tout ce qui est toxines naturelles avec des spécialistes, soit serpents, soit plantes, soit champignons,
qui permettent notamment la reconnaissance des espèces et ce qui permet aussi de guider la prise en charge. Comment ça se passe en pratique? Pour une exposition, par exemple, où il y a un champignon ou une plante inconnue, ce qui est le plus courant, eh ben, on fait envoyer la photo par le patient ou ses parents, lorsque c'est un enfant. On envoie un mail dans une mailing list qui s'appelle la phytoliste ou la mycoliste. Et puis ensuite, on reçoit la réponse, on identifie l'espèce et on peut évaluer le risque. Et ça marche très bien. Et je vous encourage vraiment, je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui, des enfants qui ingèrent des baies ou ce genre de choses. Il y en a certaines qui peuvent être toxiques. Mais néanmoins, si on a une identification certaine, ça permet largement d'évaluer le risque. Et bien sûr, ce qu'on fait aussi régulièrement, c'est que pour des produits qui sont mal connus, aujourd'hui, on a pas mal, par exemple, de symptômes suite à la consommation de CBD, vous savez, de cannabidiol. Et bien, ce qu'on fait, c'est que lorsque c'est un particulier, par exemple, et on a finalement moins de mal avec les particuliers qu'avec les hôpitaux, on les fait rapatrier les prélèvements soit chez nous, soit directement au laboratoire de toxicologie de Lariboisière, ce qui nous permet en fait ensuite d'avoir une documentation des produits qui ont été ingérés et puis d'en décrire les effets. Une fois que le diagnostic est fait ou l'évaluation de risque est faite quand le patient est asymptomatique, il y a la prise en charge. Cette prise en charge, elle va finalement comporter plusieurs versants. Premièrement, alors c'est peu une problématique à Paris, puisque à Paris, on a un réseau et un maillage territorial hospitalier qui est important, mais c'est la disponibilité des antidotes, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Donc, on a une base qui s'appelle Slogan et qui permet de géolocaliser les antidotes dits rares. Ensuite, alors je pense que vous êtes protocolisé, vous, en préhospitalier, donc ça s'adresse plutôt notamment aux hospitaliers, mais il y a une protocolisation de l'administration des antidotes. Alors, naloxone ou flumazénil, c'est simple. D'autres antidotes sont parfois beaucoup plus difficiles à administrer, surtout quand on ne le fait jamais. Ensuite, il y a éventuellement de guider les modalités d'épuration des toxiques. Et puis, on travaille bien sûr avec Bruno en étroite collaboration. Le but, là aussi, c'est de faire une filière de soins toxicologiques à partir du centre antipoison. Et puis, il y a aussi l'orientation de soins. Est-ce que c'est quelque chose qui va nécessiter, un peu comme quand vous êtes, vous, à la régulation, est-ce que finalement, le patient va pouvoir rester chez lui ou va devoir aller aux urgences? Et s'il va aux urgences ou en réanimation, selon quelle modalité? Et finalement, en termes de santé publique, si on s'intéresse à ça, eh ben, c'est quelque chose, comme l'a dit Vénico tout à l'heure, qui est important, puisque toutes les études, ça c'est une étude américaine, mais toutes les études montrent que finalement, pour 1 euro qu'on mettrait ou $1 plutôt dans un centre antipoison, et ben finalement, on aura $20 qui seront économisés pour la société. Ensuite, il y a le suivi, et c'est finalement quelque chose de très important, le suivi, puisque ça permet notamment chez les patients qui sont asymptomatiques, ensuite de décrire les patients qui peuvent rester chez eux, et en termes de recherche, là, cette fois-ci, mais les patients qui sont asymptomatiques sont aussi importants que les patients symptomatiques, ce qui manque souvent dans les études notamment de réanimation. Le suivi, il s'effectue de plusieurs manières. Soit le patient est rappelé, soit on utilise maintenant des SMS avec un message simple. Est-ce que vous avez eu de nouveaux symptômes? Ils répondent oui, non. S'ils répondent oui, eh ben, à ce moment-là, on va les rappeler. S'ils répondent non, eh ben, à ce moment-là, on va pouvoir dire que le patient est guéri, qu'il n'a pas eu de nouveaux symptômes. Ça permet de suivre aujourd'hui 100% des patients qui téléphonent chez nous. Ensuite, on peut recevoir, nous, des patients en consultation. Alors, c'est plutôt pour les expositions chroniques ou des problématiques notamment liées à la grossesse. Et puis ensuite, on récupère systématiquement les comptes rendus des patients qui vont aux urgences. L'autre élément qu'on peut faire dans le suivi, c'est par exemple, et on l'a fait plusieurs fois, pour les patients, notamment les enfants qui ingèrent une grosse quantité de rodonticides anti-vitamine K, c'est de guider l'administration des anti-vitamine K sur des bilans de ville. Et puis, on peut guider ça par téléphone. Voilà. Une fois que tout ça est complet, on va dire, ça rentre dans notre base de données et ça permet donc d'avoir nos 3 millions de cas qui doivent être un peu plus aujourd'hui. Alors, les produits… Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Les produits qui sont les plus fréquemment finalement responsables d'appel, ça reste les médicaments, mais de suivi de près par tout ce qui est produits ménagers. Sur l'ensemble de la France, c'est à peu près 200 000 appels par an, donc je pense que c'est moins
beaucoup moins que vous. Il y a à peu près 8% d'intoxication grave, un chiffre qui est resté stable jusqu'en 2017. Le deuxième élément, c'est la toxicovigilance. Alors, la toxicovigilance, c'est une vigilance comme la pharmacovigilance ou tout ce que vous voulez. La seule chose, c'est qu'elle a comme particularité pour les centres antipoison d'être directement attachée à l'activité clinique. Donc, finalement, les notifications sont toujours le même type, c'est tout ce qui est grave ou qui sort de l'ordinaire. Et finalement, en toxicologie, ça fait pas mal de choses, puisque peu de choses sont déclarées, notamment par les praticiens dans les hôpitaux, mais voire même au niveau de la médecine générale. Voilà, donc la toxicovigilance pour nous, c'est essentiellement la réponse téléphonique à l'urgence. Deux réseaux qui vous intéressent pas, qui vous intéressent pas. L'un, le plomb, vous intéresse peu, mais celui qui vous intéresse, c'est le monoxyde de carbone, puisque nous récupérons toutes les intoxications par monoxyde de carbone de France et nous rappelons et faisons un suivi des patients. Et ensuite, pour ce qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire le médicament, etc., on redispatche vers les autres vigilances, bien sûr sous l'égide des différentes agences de santé. Voilà, donc ça, finalement, c'est juste pour bien comprendre que notre vigilance est totalement accolée à notre mission clinique. L'enseignement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, simplement pour vous mettre, pour vous informer, et Bruno dirige ce DIU de toxicologie médicale, c'est que pour ceux qui souhaitent se former à la toxicologie médicale un peu plus particulièrement, il y a un DIU qui est organisé au sein de l'Université de Paris et qu'on anime avec Bruno chaque année. Voilà. Dernier élément, c'est la recherche clinique. Alors, il y a des partenariats particuliers, faire des recherches sur notre base. Il n'y a bien sûr aucun problème et vous serez les bienvenus. Alors, quelques exemples maintenant, et peut-être qui peuvent être intéressants pour vous en préhospitalier ou en régulation. Alors, comme je vous ai dit, on a une base nationale des produits et compositions. Et je vais vous montrer un cas typique, mais parfois c'est moins typique que ça. C'est deux enfants qui ont bu du Silitband. J'imagine que vous avez souvent ce genre de type d'appel. Il y en a un qui pleure et hurle, l'autre qui est calme avec une hypersalivation. Bien sûr, celui qui est calme avec une hypersalivation guide vers une certaine gravité par rapport à celui qui pleure et hurle, probablement parce qu'on l'a grondé. Néanmoins, lorsque l'on regarde les produits, vous voyez, ça c'est notre ancienne base de données, mais on voit que vous avez peut-être une quarantaine de produits Silitband. Et en effet, lorsque l'on regarde le pH de ce produit-là, par exemple, il y a 10,5, donc il est probablement simplement irritant, alors que l'autre est avec un pH inférieur à 1 et il est corrosif. Le deuxième élément, c'est aussi ne pas négliger, on va dire, les informations d'un produit. Même s'il n'y a pas toujours une bonne corrélation entre les caractéristiques chimiques du produit et la clinique, il peut y avoir parfois des dissociations, mais c'est quelque chose d'important. Ça, c'est un cas d'il y a quelques années maintenant. C'est un homme de 35 ans qui boit sur un chantier un liquide déconditionné. Il y a un appel, je ne sais plus quel secours, pour un produit donc déconditionné, mais finalement qui est amatite de la verdure, qui est un produit hautement corrosif. Et ce qui est préconisé, c'est de directement aller en réanimation. Donc, je ne vous dis pas pourquoi les choses se sont mal passées, mais finalement, il est transféré aux urgences. Et en fait, ce patient, malheureusement, qui avait 35 ans, décède d'un œdème de la glotte parce qu'il n'est pas au bon endroit au bon moment. Et par conséquent, quand même, à partir d'un toxique, on peut quand même prédire la gravité éventuelle à court terme. Et je pense que pour des produits notamment que vous connaissez mal, c'est important de nous appeler. Troisième élément, c'est les serpents. Alors, vous pouvez en avoir à Paris, notamment ceux qui élèvent les serpents, alors soit pour leur simple plaisir, mais surtout ceux qui élèvent des serpents dans le cadre pour faire les antivenins. Là, c'est un patient, moi, que j'avais eu quand j'étais chef en réanimation à la Riboisière, qui se présente avec une morsure de mamba vert. Je n'y connaissais strictement rien. Il est plutôt pas mal. Il se sent, en termes de paramètres vitaux, il a plutôt une sensation de malaise. Il a un œdème important. Vous savez que c'est un signe important dans l'envenimation. Et puis, il n'a pas de trouble myocardique ou de la coagulation. J'appelle à ce moment-là le CAP et on retient l'indication pour un sérum. Alors, sachant que les antidotes ne sont pas disponibles partout, et finalement, on va localiser le venin, enfin le sérum antivenin à Angers, qui sera ramené en hélicoptère, peut-être qu'il n'avait pas assez d'heures de vol, je ne sais pas, mais à Paris. Et finalement, le patient va recevoir l'antidote et ira très bien.
Un exemple de phytolyse pour vous montrer que c'est quelque chose d'extrêmement réactif. Ça, c'est des patients qui ont mangé des cakes aux acacias et qui ont des symptômes digestifs. Alors, la photo est envoyée, on l'envoie dans notre, non pas mycoliste, mais phytoliste. Donc, il s'était fait des beignets avec cette plante-là. Et finalement, vous voyez, hein, 14h20, on a l'appel, le temps d'envoyer, etc. Et puis, de moins de 10 à 15 minutes plus tard, on a des réponses. Donc, en fait, c'est de la cytise, d'accord, qui est une plante plutôt toxique, qui donne notamment des troubles cardiovasculaires qui peuvent être importants. Et donc, ils ont été surveillés aux urgences quelques heures, mais ça permet d'avoir une prise en charge totalement physique. Dernier élément pour montrer que, en termes de toxicovigilance, les appels chez nous, même si ça ne vous concerne pas, mais j'imagine que vous avez des appels d'enfants ou d'adultes qui sont exposés aux pods, hein, vous savez, ces trucs pour laver le linge qui ont fleuri depuis quelques années. Simplement pour vous dire que, il y a une augmentation, bien sûr, des expositions quand un produit est mis sur le marché. En fait, ces expositions, elles sont beaucoup plus symptomatiques que quand les enfants autrefois mangeaient de la lessive ou s'en mettaient dans les yeux. Et tout ceci, finalement, aboutit à une alerte au niveau des autorités sanitaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des emballages opaques, d'accord. Vous avez également plein de warnings sur la boîte. Et puis, même au niveau européen, les producteurs ont dû modifier les capsules en mettant un amérisant, en les rendant beaucoup plus solides à la pression. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est un enfant qui avait ingéré du zéro verrue, d'accord, qui a fait 1 mois de réanimation à Necker pour une œsophagite caustique. Finalement, le produit en fait, avait été confondu avec de la vitamine D parce que c'est les mêmes récipients. Et donc, le producteur a été obligé de modifier l'ensemble de ses emballages et l'ensemble de ses bouteilles pour qu'ils ne soient plus confondus. Vous voyez, toutes ces alertes peuvent avoir des conséquences importantes. Dernière alerte en date aujourd'hui, c'est des appels pour lesquels que vous devez recevoir, c'est les intoxications au protoxyde d'azote, d'accord, en milieu festif le plus souvent, avec aussi une forte propension à l'addiction. Et tout le protoxyde d'azote, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, ça rend la vitamine B12 non fonctionnelle, ça donne des signes neurologiques parfois extrêmement importants, même chez des sujets jeunes. Hein. C'est comme la maladie de Birmer, mais c'est des tableaux qu'on ne voyait plus. Et par exemple, on a de plus en plus d'appels. Et actuellement, là, on est en train de faire un travail à l'ARS pour faire une filière de soins. Voilà. Simplement pour vous dire qu'un produit comme les pods, qui ne sont pas des produits très toxiques, hein, qui sont irritants et qui peuvent mousser notamment chez l'enfant, plus vous allez en prendre, plus ce sera toxique, puisque les Américains, qui ont toujours de très bonnes idées, eux font des challenges où ils doivent manger le plus de Tide Pod, qui est la marque, leur Ariel à eux, et qui a plusieurs décès qui ont été décrits. Voilà. J'espère vous avoir convaincu d'appeler le centre antipoison. Je pense vraiment que un des principales, on va dire les principales choses qui peuvent vous intéresser, notamment en régulation, c'est tout ce qui est appel accidentel finalement, c'est-à-dire est-ce que pour quelque chose que vous ne maîtrisez peut-être pas totalement, si vous avez un doute, vous pouvez nous appeler. Plantes et champignons, ça permet vraiment de border la prise en charge, et bien sûr tous les produits ménagers qui ont des compositions très différentes. Sachez également que pour les médicaments, pardon, il y a quand même des doses maintenant dans la littérature qui sont assez bien décrites pour savoir si on peut laisser à la maison ou pas laisser à la maison, et on peut tout à fait vous aider dans ce contexte-là. Dans un contexte, on va dire, réanimatoire, bien sûr, vous pouvez travailler avec Bruno en Île-de-France, mais pour ceux qui sont un peu plus loin, voilà, vous pouvez tout à fait appeler un centre antipoison, au moins pour driver dans quel sens il faut mettre le patient. Est-ce qu'il faut le mettre aux urgences ou est-ce qu'il faut le mettre en réanimation? Voilà. Et encore une fois, si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous êtes bien sûr les bienvenus et nous, on sera très heureux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Dominique. Je ne sais pas s'il y a des questions pour Dominique. Pour Dominique, donc j'ai pu comprendre qu'effectivement l'addictovigilance, ce n'était pas de votre sort. Néanmoins, on est souvent confronté en régulation quand on prend les bilans des premiers secours. Donc ça n'est pas un moyen médicalisé qui est sur place. On est souvent confronté lors des intoxications aux stupéfiants avec des noms de nouveaux produits de synthèse qui sont toujours plus compliqués à comprendre. On n'est pas bien sûr à quelle classe
ils peuvent appartenir. Est-ce que vous pouvez donc nous renseigner aussi là-dessus si on vous appelle? Oui, tout à fait. En fait, on dispose bon, déjà, on est dans un endroit beaucoup plus calme que celui qui prend le premier bilan. Et ensuite, on peut tout à fait orienter vers la classe, la classe de toxique. Il n'y a bien sûr aucun problème. Ok. Et l'autre question, c'est, moi, ce que j'avais entendu dire, et ce que je préconise, après, je ne sais pas ce que ça devient après en réanimation, aux urgences, c'est de ramener le produit stupéfiant, notamment quand c'est des nouveaux produits de synthèse, dans un but peut-être pas d'analyse toxicologique pour un intérêt du patient, mais pour un intérêt de santé publique. Est-ce que quelqu'un a une idée de si c'est nécessaire, utile ou pas du tout? Non, bien sûr, c'est même très important et on a d'ailleurs un projet de recherche sur l'Université de Paris au sein de notre unité initiale sur le faux médicament, mais un peu toutes ces substances qu'on trouve un peu n'importe où. C'est très important. Le plus compliqué, c'est finalement, et peut-être qu'on peut aussi travailler comme ça, c'est de récupérer via les hôpitaux, parce que ça se perd soit dans le circuit de la PHP, soit le mec de garde dit je l'enverrai demain, et puis il sort de garde, on l'a tous fait, hein, et puis oublie de le transmettre à ses collègues, puis ça se perd. Peut-être qu'un moyen, pardon, si vous avez la possibilité de récupérer, c'est que vous récupériez, et qu'après on se mette en liaison avec le laboratoire de toxicologie de la Rivoisière, et puis qu'on essaie de récupérer, par exemple, nous, les comptes rendus, et comme ça, on reconstitue l'histoire. Ça serait peut-être une bonne idée. Déjà, nous, de notre côté, ce qu'on dit comme formation à nos premiers secours, c'est de ramener le produit autant que possible. Alors, généralement, ça pose pas trop de problèmes parce que quand ils interviennent pour une intoxication sur voie publique ou même dans un lieu privé aux stupéfiants et que la situation est un petit peu grave, la police est sur place, ils demandent la police, donc ça règle un petit peu la question. Parfois, on est confronté au fait que la police veut aussi le produit. Mais effectivement, on essaye, enfin moi de mon côté qui donne des formations au premier secours, je leur dis de ramener autant que possible le produit aux urgences. Alors après ça, je ne sais pas trop ce que ça devient. Et en réanimation, en tout cas, on essaye de le faire à visée santé publique. Merci beaucoup pour votre réponse. Une autre question téléphonique, normalement? Non, il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, un très grand merci à tous les quatre et je présente mes excuses évidemment à Paul et puis à vous quatre et à ceux qui nous ont suivis sur la chaîne pour les petits soucis sur la première présentation. Je sais que vous avez loupé les magnifiques diapos de Paul. Vraiment toutes nos excuses. Et en tout cas, un grand merci pour la qualité de vos présentations, pour ces échanges qui ont été nourris et qui, j'espère, pourront continuer dans le temps à faire en sorte qu'on s'améliore tous dans la prise en charge de ces patients et des filières pour le meilleur de nos patients. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Merci. Bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir. Bon.